Le millionnaire arrive sans prévenir à l'heure du déjeuner familial et n'en croit pas ses yeux. Le sac de voyage en cuir de luxe glissa des doigts d'Alexandre et frappa le parquet de Versailles avec un bruit sourd, mais personne dans la salle à manger ne l'entendit. Ses 3 filles, les mêmes fillettes qu'il accueillait d'habitude avec des salutations formelles et distantes, étaient bien trop occupées par une chose qu'il n'avait jamais vue dans sa propre demeure. Elles étaient en train de prier avec un sourire sincère sur le visage. Alexandre resta figé sur le seuil de la porte, le cœur battant la chamade contre ses côtes, incapable de faire un pas de plus. Il avait avancé son vol de Londres de 24 heures pour surprendre sa famille, s'attendant à retrouver le froid silence habituel de son hôtel particulier où peut être les filles confinées dans leur chambre avec les nounous de service. Cependant, ce que ses yeux captaient défiait toute logique. Là, sous la lumière chaleureuse du lustre en cristal, se tenaient Sophie, Valentine et Camille, ses triplés de 5 ans. Elles portaient des robes identiques de couleur rose pastel, impeccables, mais c'était leur posture qui décontenançait Alexandre. Elles étaient assises correctement, les petites mains jointes devant leur menton et les yeux clos avec dévotion. Face à elles ne se tenait pas Victoire, sa fiancée et future belle-mère des fillettes. C'était Manon, la nouvelle employée de maison que l'agence avait envoyée il y a à peine 3 semaines. Manon portait un uniforme noir et blanc, simple, et des gants de caoutchouc jaune qui contrastaient violemment avec l'élégance du salon. Mais son visage rayonnait d'une tendresse qu'Alexandre avait oublié qu'elle existait. « Merci, mon Dieu, pour cette journée », murmura Camille, la plus petite et timide des 3, d'une voix si douce qu'Alexandre sentit un nœud se former dans sa gorge. « Et merci pour les mains de Manon qui nous ont préparé ce repas. »« Et, s'il te plaît, » ajouta Sophie, ouvrant un œil pour s'assurer que Manon l'entendait. « Fais que papa revienne vite, parce qu'il nous manque, même s'il travaille tout le temps. » Alexandre sentit comme si une main invisible lui serrait la poitrine. Il se plaqua contre le mur du couloir, se cachant dans l'ombre, se sentant un intrus dans sa propre maison. De sa cachette, il vit Manon ouvrir les yeux et leur adresser un sourire qui illumina la pièce plus que n'importe quelle lampe de luxe. Il n'y avait pas de servilité dans son geste, il y avait de l'amour pur. Sur la table en acajou massif, il n'y avait ni homard, ni turbot, ni les plats gastronomiques que Victoire insistait à faire manger aux filles pour raffiner leur palais. Il y avait un plat fumant de spaghettis à la sauce tomate maison, simple, rouge et éclatant. L'odeur de basilic et de tomates fraîches arrivait jusqu'à lui, éveillant des souvenirs de sa propre enfance. Avant les millions, avant les affaires, avant la froideur. « Très bien, mes princesses », dit Manon d'une voix douce, servant une portion généreuse dans chaque assiette. « Maintenant mangez, vous avez besoin de force pour jouer dans le jardin plus tard. N'oubliez pas de souffler, c'est chaud. » Les fillettes n'attendirent pas un second ordre. Elles prirent leur fourchette avec enthousiasme, riant entre elles. C'était une scène d'une normalité si écrasante qu'Alexandre eut mal aux yeux. À quand remontait la dernière fois qu'il les avait vues rire ainsi à table? Chaque fois qu'il était là, les dîners étaient rigides, surveillés par le regard critique de Victoire, qui corrigeait chaque mouvement, chaque coude sur la table, chaque bruit en mâchant. Ici, avec Manon, il y avait du respect, mais il y avait aussi de la joie. Alexandre desserra sa cravate, ressentant un mélange de culpabilité et de gratitude. Il était sur le point d'entrer, de révéler sa présence et d'embrasser ses filles, quand le son aigu de talons claquant sur le marbre du vestibule l'arrêta net. L'atmosphère dans la salle à manger changea instantanément. Les fillettes cessèrent de rire. Leurs dos se crispèrent. Manon leva les yeux vers la porte de la cuisine, effaçant son sourire et adoptant une posture de soumission presque défensive. Alexandre se colla encore plus à l'ombre de l'encadrement de la porte, retenant sa respiration. « Mais qu'est-ce que ça signifie, bon sang ?» La voix de Victoire résonna sur les murs, stridente et chargée de venin. Elle entra dans la salle à manger comme un ouragan de fureur, son manteau de fausse fourrure flottant derrière elle et le téléphone portable encore à la main. Son visage, habituellement maquillé à la perfection pour les caméras de ses réseaux sociaux, était défiguré par une grimace de dégoût absolu, tandis que ses yeux balayaient la table. « Je t'ai donné des instructions précises, idiote !» cria Victoire, ignorant complètement la présence des fillettes qui se recroquevillèrent sur leurs chaises. « J'ai dit clairement qu'aujourd'hui c'était turbo aux asperges et quinoa. Qu'est-ce que c'est que cette immondice pleine de glucides que tu leur donnes ?» Alexandre serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Il n'avait jamais entendu Victoire utiliser ce ton à l'intérieur de la maison. Chaque fois qu'il était présent, elle était l'image de la douceur, la belle-mère parfaite qui parlait d'éducation nutritionnelle et de discipline positive. Mais la femme qui criait maintenant n'avait rien de doux, c'était un monstre.
Mademoiselle Victoire, tenta d'expliquer Manon en baissant la tête, ses mains gantées serrées contre son tablier. Les petites ne voulaient pas manger le poisson. Elles n'avaient pas bien dîné depuis 2 jours. J'ai pensé qu'un peu de pâte les réconforterait. Tu n'es pas là pour penser, interrompit Victoire en s'avançant vers la table d'un pas menaçant. Tu es là pour nettoyer et obéir. Tu leur donnes de la nourriture de prolo, regarde-les. Elles vont devenir grosses et laides comme toi si elles continuent à manger cette cochonnerie. L'impact de ces mots frappa Alexandre plus fort que n'importe quelle gifle. Il vit les yeux de Valentine se remplir de larmes. Sophie laissa tomber sa fourchette en tremblant. Victoire, aveugle de rage et d'orgueil, ne se rendit pas compte qu'il y avait un témoin dans l'ombre. Elle était trop occupée à exercer son pouvoir sur quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Alexandre sentit une fureur froide monter le long de sa colonne vertébrale, mais quelque chose lui dit d'attendre. Il devait voir jusqu'où allait la méchanceté qui l'avait fait entrer chez lui. Il devait voir la vérité complète avant d'agir. Le silence qui suivit les cris de Victoire fut plus terrifiant que le bruit lui-même. On n'entendait que la respiration haleitante de la femme et le sanglot étouffé de Camille, qui s'était caché le visage dans ses mains. Manon, malgré l'humiliation, ne recula pas. Elle fit un pas subtil en avant, s'interposant entre la fureur de Victoire et les fillettes, comme un bouclier humain vêtu d'un uniforme. « Mademoiselle, s'il vous plaît », supplia Manon d'une voix tremblante mais ferme. « Criez sur moi si vous voulez, renvoyez-moi s'il le faut, mais ne parlez pas ainsi aux petites, elles ont juste faim. » La réponse de Victoire fut un rire sec et cruel, dénué de toute humanité. Elle marcha jusqu'à la chaise de Camille, s'empara de l'assiette de spaghettis que la fillette avait devant elle et, d'un mouvement brusque et méprisant, la lança contre le mur. Le bruit de la porcelaine qui se brisait fut comme un coup de feu. La sauce rouge éclaboussa le papier peint gaufré et tacha le sol immaculé, ressemblant à une blessure ouverte dans la perfection de la maison. « Personne ne me dit comment traiter ces morveuses », hurla Victoire en pointant Manon d'un doigt accusateur, sa manucure parfaite brillant sous la lumière. « Et toi, ramasse cette saleté tout de suite. Si je vois une seule nouille par terre dans 5 minutes, tu es à la rue sans salaire, et avec une référence si mauvaise que tu ne pourras même plus nettoyer des toilettes publiques. » Les 3 fillettes éclatèrent en sanglots à l'unisson, terrorisées par la violence soudaine. Camille descendit de sa chaise et courut instinctivement vers Manon, s'accrochant à ses jambes. Sophie et Valentine la suivirent, cherchant refuge auprès de la seule personne qui leur offrait de la sécurité. L'image était dévastatrice. La domestique à genoux, embrassant les 3 héritières millionnaires, tachant son uniforme des larmes des petites, tandis que la future maîtresse de maison les regardait avec mépris du haut de sa stature. « Lâchez-la », ordonna Victoire, visiblement dégoûtée par le contact. « Vous allez vous couvrir de poux ou d'odeur de graisse. Allez dans vos chambres tout de suite. Vous êtes punis, pas de dîner, pour désobéissance et pour conspiration avec cet effronté. » Alexandre, depuis l'obscurité du couloir, sentait le sang lui bouillir. Chaque fibre de son être lui criait d'entrer et de jeter Victoire hors de sa maison, mais son esprit d'homme d'affaires, froid et calculateur, prit le contrôle pendant 1 seconde de plus. S'il entrait maintenant, Victoire pleurerait, inventerait une excuse, dirait qu'elle était stressée par le mariage, qu'elle ne voulait que le meilleur pour elle. Il avait besoin qu'elle se sente en sécurité dans sa méchanceté. Il avait besoin qu'elle enlève complètement son masque. Manon, les larmes aux yeux, caressa les cheveux de Camille et lui murmura quelque chose à l'oreille. Alexandre tendit l'oreille pour entendre. « Allez-y, mes amours, tout ira bien. Je vous apporterai des fruits en cachette plus tard. S'il vous plaît, obéissez-lui pour qu'elle ne se fâche pas davantage. » Les fillettes, obéissantes par peur, lâchèrent Manon et marchèrent tête baissée vers l'escalier, passant à côté de Victoire sans la regarder. Lorsque les petites disparurent à l'étage, Victoire se tourna vers Manon, et son expression passa de la colère à une froideur sociopathe. « Écoute-moi bien, affamé », siffla Victoire, s'approchant de Manon jusqu'à envahir son espace personnel. « Alexandre rentre demain. Si tu oses lui dire un seul mot de ce qui s'est passé ici, ou si je vois que tu essayes de refaire la mère de substitution, je vais m'arranger pour qu'on t'accuse de vol. Tu comprends ? J'ai beaucoup de bijoux qui peuvent apparaître dans ton sac. Et qui la police croira-t-elle ? La fiancée d'Alexandre de Clermont ou une simple employée sans éducation ? » Manon ne leva pas les yeux. Elle hocha lentement la tête, ravalant sa fierté pour protéger son emploi, probablement parce qu'elle avait désespérément besoin de l'argent. Elle s'agenouilla sur le sol et commença à ramasser les morceaux de porcelaine brisés et les spaghettis éparpillés avec ses mains gantées. « Entendu, mademoiselle » murmura Manon. « J'aime ça.
Que tu saches ta place, dit Victoire en sortant un miroir de son sac pour retoucher son rouge à lèvres, comme si elle n'avait pas terrifié 3 enfants. Maintenant, nettoie ça. Ça sent le bas de gamme ici. Je vais prendre un bain de sel. J'ai besoin d'évacuer le stress que me provoquent ces petites insupportables. J'aimerais qu'Alexandre les envoie une bonne fois pour toutes dans un pensionnat en Suisse. Victoire fit demi-tour et sortit de la cuisine en claquant des talons avec arrogance, passant à moins d'1 mètre de l'endroit où Alexandre était caché. Il retint sa respiration, sentant son parfum coûteux, une odeur qui lui semblait autrefois séduisante et qui maintenant lui retournait l'estomac. Alexandre resta seul dans le couloir, regardant vers la cuisine. Là, sous la lumière blafarde, Manon était toujours à genoux, nettoyant le désordre, mais elle ne pleurait pas pour elle-même. Alexandre la vit embrasser une petite photo qu'elle sortit de sa poche, puis regarder vers le plafond, vers les chambres des filles, avec une expression de préoccupation sincère. À ce moment, Alexandre sut 2 choses avec une certitude absolue. La première, que le mariage était annulé, même si Victoire ne le savait pas encore, et la seconde, qu'il devait découvrir qui était vraiment cette femme aux gants jaunes qui était prête à recevoir des insultes et des menaces afin de protéger ses filles. Le millionnaire ajusta sa veste, respira profondément et se prépara pour l'acte le plus difficile de sa vie. Faire semblant de ne rien savoir, entrer par cette porte comme s'il venait d'arriver et commencer le jeu qui démasquerait Victoire pour toujours. Il fit 2 pas en arrière vers l'entrée principale, attrapa la poignée de la porte et la tourna avec force en la faisant claquer. Puis il cria d'une voix faussement joyeuse qui cachait la tempête en lui. « Bonjour la famille, je suis rentré plus tôt. Où sont mes princesses ?» Le bruit des chiffons tombant dans la cuisine fut immédiat. Le jeu avait commencé. Le cri d'Alexandre résonna dans le vestibule avec une fausse joie qui lui brûlait la gorge, mais l'effet fut immédiat. De l'autre côté du mur, dans la cuisine, le chaos silencieux de la panique se déchaîna. Alexandre, immobile près de la porte principale, tendit l'oreille. Il entendit le murmure frénétique de Victoire, si différent de la voix mielleuse qu'elle utilisait habituellement avec lui, sifflant des ordres empoisonnés. « Lève-toi, inutile! Nettoie ça tout de suite. Si tu dis un mot, je te coule. » Puis le son d'un robinet ouvert à pleine pression, tentant de noyer tout sanglot ou bruit de nettoyage, et le cliquetis anxieux de ses talons contre le sol. Alexandre compta jusqu'à 10, leur donnant le temps. Il fallait que Victoire croie que sa performance était parfaite. Il se regarda dans le miroir de l'entrée. Son visage était pâle, ses yeux sombres de rage contenue. Mais il força un sourire fatigué. C'était le sourire d'un homme qui travaille trop et fait aveuglément confiance à sa femme. Ce serait son masque. « Alexandre, mon amour !» s'exclama Victoire, apparaissant sous l'arche du couloir. La transformation était digne d'une actrice oscarisée. Quelques secondes avant, elle était une bête enragée. Maintenant, elle courait vers lui les bras ouverts. Un sourire radieux et les cheveux parfaitement coiffés. Bien qu'Alexandre ait remarqué la légère brillance de sueur sur son front et la respiration haletante qu'elle essayait de contrôler, elle se jeta dans ses bras, l'embrassant avec une intensité possessive, presque désespérée, l'imprégnant de ce parfum cher qui maintenant, pour Alexandre, sentait le mensonge. « Quelle merveilleuse surprise !» dit-elle, se séparant à peine de quelques centimètres, ses mains caressant les revers de sa veste, comme pour vérifier qu'il était réel. « Je croyais que tu arrivais demain. La maison est un désastre. Je suis en vrac. Si j'avais su que tu venais, j'aurais préparé un dîner spécial. » Alexandre la tint par la taille, sentant la rigidité de ses muscles sous la soie de son chemisier. Ses yeux, scanners entraînés par 1000 négociations hostiles, cherchèrent dans les siens toute trace de culpabilité. Il ne trouva rien d'autre qu'une performance brillante. « Je voulais leur faire une surprise », répondit-il d'une voix douce, luttant contre l'envie de la repousser. « Le voyage a été écourté. Mes filles me manquaient trop. Où sont-elles? Je n'ai entendu personne descendre. » Le sourire de Victoire vacilla une fraction de seconde, un tic presque imperceptible au coin de sa lèvre. « Oh, les petites !» soupira-t-elle, posant une main sur sa poitrine avec dramaturgie. « Pauvrettes, elles étaient épuisées. Elles ont eu une très longue journée avec les cours de piano et de français. Je leur ai donné le dîner tôt et elles sont déjà au lit. Elles ont insisté pour t'attendre, mais elles tombaient de sommeil. Tu sais comment elles sont, toujours si disciplinées grâce à moi. » Alexandre sentit une douleur lancinante dans son estomac. Mensonge après mensonge. Il venait de les voir pleurer dans la cuisine il y a moins de 5 minutes. « Dormir à 19 heures ?» demanda-t-il, haussant un sourcil avec un scepticisme simulé. « C'est très tôt, même pour elles. C'est que le changement de climat les a un peu abattus, » improvisa Victoire rapidement,
le prenant par le bras pour le guider vers le salon, loin de la cuisine. « Allons nous asseoir. Je vais te servir un verre. Tu dois être épuisé. Laisse l'employé s'occuper des valises après. » Alexandre s'arrêta net. Il se dégagea doucement de l'étreinte de Victoire. « Non, Victoire, j'ai besoin de les voir. Je ne pourrai pas me reposer si je ne leur fais pas un bisou pour leur dire bonne nuit. Mais tu vas les réveiller, mon amour, » tenta-t-elle avec une note d'avertissement dans sa voix douce. Juste une seconde. Sans attendre de réponse, Alexandre monta les escaliers 4 à 4, laissant Victoire plantée dans le vestibule avec une expression de panique calculatrice. Tandis qu'il montait, le silence de la maison lui devint insupportable. Une maison avec 3 petites filles ne devrait pas être aussi silencieuse. Arrivé au couloir du 2e étage, il marcha vers la porte rose pastel de la chambre des triplés. Sa main trembla en touchant la poignée froide. Que trouverait-il de l'autre côté? Peur, ressentiment? Il ouvrit la porte doucement. La pièce était dans la pénombre, éclairée seulement par la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. Les 3 lits étaient occupés, mais elle ne dormait pas. Alexandre vit 3 petites bosses sous les draps, tendues, immobiles. Le bruit de la porte qui s'ouvrait fit que l'une d'elles laissa échapper un petit gémissement étouffé, comme si elles attendaient une punition. « Princesse », murmura-t-il. L'effet fut électrique, les draps volèrent, 3 petites têtes échevelées apparurent simultanément. En le voyant là, debout dans l'encadrement de la porte, les bras ouverts et non la marâtre maléfique qu'elles attendaient, il y eut une seconde d'incrédulité absolue. « Papa !» Le cri fut unanime. Sophie, Valentine et Camille sautèrent de leur lit pieds nus et coururent vers lui. Alexandre tomba à genoux sur le tapis juste à temps pour recevoir l'impact des 3 petits corps se heurtant à lui. Elles l'embrassèrent avec une force désespérée, enfouissant leur visage dans son cou, dans sa chemise, s'accrochant à lui comme des naufragés à une planche de salut. Alexandre ferma les yeux et les serra contre sa poitrine, sentant que ses propres larmes menaçaient de couler. Elle sentait le savon à la fraise et subtilement la sauce tomate de la cuisine. Il remarqua que Valentine tremblait. « Je suis là, murmura-t-il en embrassant leur tête. « Pourquoi étiez-vous au lit si tôt? Victoire a dit que vous étiez fatigué. » Sophie, l'aînée et la plus courageuse, se sépara un peu. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle regarda la porte ouverte avec terreur, vérifiant que Victoire n'écoutait pas. Puis elle s'approcha de l'oreille de son père et lui murmura quelque chose qui brisa le cœur d'Alexandre en 1000 morceaux, confirmant tout ce qu'il avait vu, et plus encore. « Nous n'avons pas sommeil, papa. Nous avons faim, » avoua-t-elle d'une voix brisée. Elle a jeté notre nourriture au mur, elle a dit que nous étions détruits, et elle a puni Manon. Alexandre sentit le monde s'arrêter. C'était une chose de le voir depuis l'ombre, et une autre d'entendre la douleur dans la voix de sa fille. La rage qu'il ressentait se transforma en une détermination froide et létale. « Manon ?» demanda-t-il, feignant l'ignorance pour qu'elle parle. « La nouvelle employée, elle est gentille, papa. » intervint Camille en reniflant. « Elle nous fait des câlins. Elle nous a fait des spaghettis parce qu'elle savait que la nourriture verte de Victoire nous faisait mal au ventre. Mais Victoire lui a crié très fort. Elle lui a dit qu'elle allait mettre des bijoux dans son sac pour que la police l'emmène. » Alexandre caressa la joue de sa fille cadette, essuyant une larme solitaire. « Personne n'emmènera personne, » promit-il d'une voix grave qui transmettait une sécurité absolue. « Écoutez-moi bien, mes amours. Papa est de retour, et personne, absolument personne, ne vous traitera plus mal, ni vous, ni Manon. »« Promis ?» demanda Valentine en tendant son petit doigt. Alexandre entrelaça son grand doigt avec le sien. Promesse de sang. À ce moment, l'ombre de Victoire se projeta dans le couloir. Alexandre la vit du coin de l'œil avant qu'elle n'entre. Il se leva rapidement, changeant son expression de tendresse à une autorité tranquille, cachant la fureur volcanique qu'il portait en lui. « Oh, tu les as réveillés !» dit Victoire depuis la porte avec un sourire forcé et les yeux fixés sur les petites comme des poignards. « Quel dommage! Demain, elles seront insupportables pour aller à l'école. » Les fillettes se collèrent aux jambes d'Alexandre, l'utilisant comme bouclier. Il sentit le rejet physique de ses filles envers la femme qu'il prévoyait d'épouser. Il n'y avait plus de doute, plus de retour en arrière. « Elles ont faim, Victoire, » dit Alexandre en la regardant droit dans les yeux. Son ton était neutre, indéchiffrable. « Elles me disent qu'elles n'ont pas dîné. » Victoire laissa échapper un petit rire nerveux, agitant la main comme si c'était une bêtise. « Quelle imagination elles ont! Elles ont dîné du saumon à 18 heures. Ce qui se passe, c'est qu'elles veulent toujours des sucreries avant de dormir, et je suis strict avec le sucre. Tu me soutiens là-dessus, n'est-ce pas, mon amour? La santé passe avant tout. » Alexandre soutint son regard.
Il vit la peur éclairer ses pupilles. « Nous allons descendre » annonça-t-il, ignorant sa question. « Tout le monde, nous allons dîner à nouveau, et je veux que Manon soit là, l'employée. » Victoire cligna des yeux, confuse et offensée. Pourquoi faire? Son service est terminé. Elle doit être dans sa chambre, à se reposer. Alors qu'elle revienne, ordonna Alexandre en prenant la main de Sophie et de Camille. J'ai très faim et j'ai envie de spaghettis. Le mot resta suspendu dans l'air. Victoire pâlit visiblement. Alexandre passa à côté d'elle, emmenant ses filles, entamant la descente vers l'enfer qu'il était lui-même sur le point de déchaîner pour nettoyer sa maison des mensonges. La salle à manger était plongée dans un silence sépulcral quand Alexandre entra avec les 3 fillettes agrippées à ses mains. La table, qui avait été auparavant le théâtre d'un moment de prière et d'amour sincère, était maintenant vide et froide, complètement propre. Victoire avait obligé Manon à effacer toute trace du crime culinaire avec une efficacité militaire. Il ne restait ni une tache de sauce, ni un morceau de porcelaine. Tout brillait. Mais l'atmosphère était irrespirable. Alexandre assit les petites à leurs places habituelles. Elles bougeaient avec prudence, regardant de côté la porte de la cuisine, s'attendant à ce que le monstre revienne crier. « Assieds-toi, Victoire », dit Alexandre en désignant la chaise à sa droite. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Victoire obéit, lissant sa jupe de main tremblante. Son sourire de femme parfaite commençait à se fissurer sur les bords. « Mon amour, vraiment, il est très tard pour des glucides », tenta-t-elle de nouveau, sa voix montant d'une octave à cause de la nervosité. De plus, cette fille, Manon, n'est pas une cuisinière professionnelle. Si tu as faim, je peux commander de la nourriture du restaurant italien du coin. Celui que tu aimes tant, n'est-ce pas? Coupa Alexandre sèchement. Je veux voir Manon. Comme si elle avait été invoquée, la porte de la cuisine s'ouvrit lentement. Manon apparut, semblant plus petite qu'elle ne l'était. Elle avait enlevé son tablier taché et portait ses vêtements de ville, un pull gris usé et un jean vieux, mais propre. Elle avait les yeux rouges et tenait son sac bon marché serré contre sa poitrine, comme si c'était un bouclier. En voyant Alexandre assis en bout de table, elle s'arrêta net et baissa la tête, s'attendant au licenciement fulgurant que Victoire lui avait promis. « Bonsoir, monsieur », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Alexandre l'observa attentivement. Il vit les mains de travailleuse, la posture humble, mais surtout il vit comment les yeux de ses filles s'illuminaient en la voyant malgré la peur. « Approche, Manon », dit-il en adoucissant imperceptiblement le ton. Manon fit quelques pas hésitants vers la table. Victoire la regardait avec une haine si pure qu'on pouvait presque la toucher, lui transmettant télépathiquement la menace. « Tais-toi, ou je te détruis. Ma fiancée me dit que les petites ont déjà dîné du saumon, » dit Alexandre, en se penchant sur sa chaise et en croisant les mains. « Mais mes filles disent qu'elles ont faim et curieusement, quand je suis entré dans la maison, il m'a semblé sentir du basilic et de la tomate, une odeur très familiale. » Manon leva les yeux, terrorisée, regarda Victoire, puis les filles et finalement Alexandre. Elle était piégée. Si elle disait la vérité, Victoire mettrait sa menace de l'accuser de vol à exécution. Si elle mentait, elle trahissait les filles et sa propre conscience. « Je, monsieur », balbutia-t-elle, serrant l'anse de son sac jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Il y a eu un malentendu avec le menu. »« Exactement », interrompit Victoire en frappant la table de la paume de sa main. « Elle s'est trompée, Alexandre. Je lui ai donné des instructions claires, et elle a décidé de faire ce qui lui plaisait. C'est une insubordonnée. En fait, j'allais te parler demain pour la renvoyer. Elle n'est pas sûre pour les petites. »« Mensonge !» cria Sophie tout à coup, se levant sur sa chaise. Son petit visage était rouge d'indignation. « C'est toi qui as jeté la nourriture. C'est toi la méchante. »« Sophie !» hurla Victoire, se levant comme pour la gifler. « Assieds-toi !» Le cri d'Alexandre fut un coup de tonnerre qui fit vibrer les coupes de cristal dans la vitrine. Victoire retomba sur sa chaise comme si on lui avait coupé les cordes, la bouche ouverte sous le choc absolu. Jamais en 2 ans passés ensemble, Alexandre ne lui avait élevé la voix de cette manière. L'homme calme et complaisant avait disparu. Alexandre se leva lentement et marcha jusqu'à Manon. Elle recula d'un pas, craignant que la colère ne soit dirigée vers elle. Mais il s'arrêta à une distance respectueuse. « Manon », dit-il en la regardant dans les yeux avec intensité. « Dans cette maison, l'honnêteté vaut plus que n'importe quel titre ou bijou. N'aie pas peur. Dis-moi ce qui s'est réellement passé avec le dîner. Personne ne te fera de mal. Tu as ma parole. » Manon regarda l'homme imposant face à elle. Elle vit quelque chose dans ses yeux qui lui donna une lueur d'espoir. Il n'y avait pas de mépris. Il y avait une supplique de vérité. Elle prit une inspiration,
ignorant le regard assassin de Victoire qui lui brûlait la nuque. « Les petites ne voulaient pas du poisson, monsieur, » dit Manon d'une voix plus ferme. « Elles étaient tristes, parce que vous n'étiez pas là. Elles pleuraient. Elles voulaient juste quelque chose qui les fasse se sentir chez elles. J'ai fait les pâtes avec ce que j'ai trouvé. » Nous étions en train de prier pour remercier du repas quand mademoiselle Victoire est entrée. « Et ensuite » pressa Alexandre. « Ensuite, il y a eu un accident avec les assiettes, » dit Manon, choisissant ses mots avec soin pour ne pas être cruelle, faisant preuve d'une noblesse que Victoire ignorait. « La nourriture est tombée. »« Elle est tombée » répéta Alexandre, en se tournant vers Victoire avec un sourire ironique et dangereux. « Elle est tombée contre le mur, Victoire, car en montant les escaliers, j'ai remarqué une tache rouge sur la plinthe, près de la porte, que tu as oublié de nettoyer dans ta hâte. » Victoire resta muette. Son visage passa du rouge de la colère au blanc de la terreur. Elle avait été découverte dans un mensonge stupide, mais elle croyait toujours pouvoir le manipuler. « J'étais stressée, Alexandre, » commença-t-elle à pleurnicher, forçant des larmes. « Tu ne comprends pas la pression de gérer cette maison. Ces petites sont difficiles. Elles me provoquent. Ne blâme pas des fillettes de 5 ans pour ton manque de contrôle, » la coupa-t-il froidement. « Manon, s'il te plaît, va à la cuisine, prépare à nouveau ces pâtes, et cette fois, fais-en assez pour 5. Je dînerai aussi avec vous. »« 5 » demanda Victoire incrédule. « Tu vas laisser l'employé manger à notre table, Alexandre ? C'est inouï. C'est un manque de respect envers moi. » Alexandre se pencha sur la table, appuyant ses mains sur la nappe, rapprochant son visage de celui de sa fiancée jusqu'à ce que leurs nez se touchent presque. « Le manque de respect, Victoire, c'est laisser mes filles affamées. Le manque de respect, c'est de crier dans ma maison. Si tu ne veux pas partager la table avec la femme qui nourrit et prends soin de mes filles avec l'amour que tu n'as pas, tu es libre de te retirer dans ta chambre. Ou mieux encore, tu peux aller à l'hôtel. » Le silence qui suivit fut dense et lourd. Victoire, humiliée et acculée, serra les lèvres. Elle savait que si elle partait maintenant, elle perdait la guerre. Elle devait rester, elle devait arranger ça. Elle ravala sa fierté, qui avait un goût de bile. « Je resterai, » dit-elle entre ses dents, « juste pour te montrer que je peux être magnanime. » Alexandre ne sourit pas. Il se tourna vers Manon, qui était toujours là, abasourdi d'avoir été défendu. « S'il te plaît, Manon, nous avons faim. » Manon hocha la tête, un sourire timide et reconnaissant éclairant son visage fatigué. « Tout de suite, monsieur. » Tandis que Manon disparaissait dans la cuisine et que le bruit des casseroles commençait à sonner comme une mélodie d'espoir, Alexandre se rassit. Il prit la main de Sophie, qui le regardait avec une adoration absolue. Il avait gagné la première bataille, mais il savait que la guerre ne faisait que commencer. Victoire était silencieuse, mais ses yeux fixés sur la nappe machinaient une vengeance. Alexandre savait qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. Il devait rester vigilant. La montre dans le sac de Manon, cette menace qu'il avait entendue depuis l'ombre, était encore une carte que Victoire n'avait pas jouée, et il devait s'assurer de l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard. La porte de la chambre principale se ferma avec un clic doux, mais définitif, isolant le couple du reste de la demeure. L'air à l'intérieur de la chambre était chargé, dense, comme si un orage électrique était sur le point d'éclater entre les 4 murs tapissés de soie. Alexandre desserra sa cravate d'un geste brusque, sentant qu'elle l'étouffait, et se laissa tomber sur le bord du lit fois king size. Il était épuisé. Le voyage, la surprise, la tension au dîner et l'image de ses filles dévorant des spaghettis comme si c'était le dernier mets de la terre lui avaient pompé toute son énergie. Mais son esprit ne se reposait pas. Il répétait encore et encore la scène de la cuisine, le regard terrifié de Manon et la fureur démesurée de Victoire. Victoire, de son côté, ne cria pas. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne dangereuse dans la salle à manger et que sa position, jusqu'à présent assurée comme la future Madame de Clermont, ne tenait qu'à un fil. Elle devait changer de tactique. L'agression avait échoué. Il était temps pour la victimisation calculée. Elle s'assit devant sa coiffeuse, tournant le dos à Alexandre, et commença à se brosser les cheveux par mouvements lents et rythmés. Dans le reflet du miroir, Alexandre vit une larme solitaire et parfaite couler sur sa joue. « Tu vas continuer à me punir par ton silence ?» demanda-t-elle d'une voix brisée, assez douce pour paraître vulnérable. Alexandre soupira en se frottant les tempes. « Je ne te punis pas, Victoire. J'essaie de comprendre ce que j'ai vu en bas aujourd'hui. Ce n'était pas de la discipline, c'était de la cruauté. Ces petites te craignent. » Victoire se retourna sur son tabouret, lui faisant face. Ses yeux étaient humides, une image de douleur incomprise. « Craignent ? Non, Alexandre, elle me respecte. Ou du moins, elle le faisait jusqu'à ce que cette femme arrive. » Elle se leva
et marcha vers lui, s'agenouillant sur le tapis entre ses jambes, posant ses mains sur ses genoux. « Tu dois m'écouter. Je sais que j'ai eu l'air d'une sorcière en bas. J'ai perdu mon sang-froid, je l'admets, et je me sens horrible à cause de ça. Mais tu n'as pas été là ces 3 dernières semaines. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. » Alexandre la regarda, sceptique, mais prêt à écouter. Il voulait croire que la femme qu'il allait épouser n'était pas un monstre. « Qu'as-tu vu ?» demanda-t-il. Victoire prit une inspiration comme si elle avait du mal à confesser un sombre secret. Manon n'est pas ce qu'elle semble être. Oui, elle est affectueuse, trop affectueuse. Alexandre, cette femme a une obsession maladive pour tes filles. Au début, j'ai pensé que c'était du zèle, mais c'est devenu inquiétant. Inquiétant? Elle leur a fait à dîner parce qu'elles avaient faim. Ce n'est pas inquiétant, c'est humain. Ce n'est pas seulement le dîner, insista Victoire en serrant ses mains. C'est la façon dont elle les regarde. La façon dont elle leur parle, elle leur dit qu'elle est leur seule amie, elle leur met des idées en tête contre moi pour les isoler. Ce qui s'est passé aujourd'hui, les spaghettis, n'était pas un acte de bonté, c'était un acte de sabotage. Elle savait pertinemment que le pédiatre a recommandé un régime faible en sucre et en farine pour Valentine à cause de ses allergies, mais elle l'a fait quand même pour que les filles l'aiment, et me détestent quand j'essaierai de corriger ça. Alexandre fronça les sourcils. Il ne savait rien de nouvelles allergies. Valentine a des allergies légères, mais elles existent et cette femme les ignore délibérément. Victoire baissa la voix, la transformant en un murmure conspirateur. Et il y a autre chose. L'autre jour, je l'ai trouvée dans la chambre des petites quand elles n'étaient pas là. Elle était en train de sentir leurs vêtements, de caresser leurs jouets avec un regard perdu. Alexandre, je crois que cette femme a perdu un enfant ou a un traumatisme psychologique. Elle projette sa maternité frustrée sur tes filles. Elle essaie de me remplacer et le pire, elle essaie de te remplacer toi aussi, en leur faisant croire qu'elle est la seule à prendre soin d'elle. Le doute s'installa dans la poitrine d'Alexandre comme une graine empoisonnée. La manipulation de Victoire était magistrale. Elle mélangeait des demi-vérités avec des mensonges conçus pour toucher ses points faibles, la sécurité de ses filles et sa propre absence en tant que père. Les petites semblaient heureuses avec elle, argumenta Alexandre, mais avec moins de force qu'avant. Les enfants sont faciles à manipuler avec des sucreries et de la permissivité, Alexandre. Victoire se leva, caressant sa joue avec tendresse. Je suis celle qui met des limites, celle qui se soucie de leur éducation, de leur santé, de leur avenir. Ça fait de moi la méchante du film à court terme, mais c'est ce qu'une mère responsable fait. Manon est l'amie amusante qui les laisse faire ce qu'elles veulent. Bien sûr qu'elles la préfèrent, mais est-ce ce dont elles ont besoin? Une employée sans éducation élevant les héritières de l'Empire de Clermont? Alexandre se leva et marcha vers la fenêtre, regardant l'obscurité du jardin. La pluie avait commencé à tomber, frappant le verre. Je ne sais plus quoi croire, Victoire. Ce que j'ai vu aujourd'hui dans ses yeux semblait de l'amour pur. Les psychopathes sont les meilleurs acteurs, mon amour, décréta Victoire, s'approchant par derrière et l'embrassant par la taille, appuyant sa tête sur son dos. Je te demande juste une chose, ne prends pas de décision précipitée. Observe-la, mais observe-la vraiment. Pas seulement quand elle sait que tu regardes. Tu verras que j'ai raison. Tu verras que cette femme est un danger silencieux. Et quand tu le verras, je te promets que je serai là pour t'aider à arranger le désordre qu'elle a causé dans leur petite tête. Alexandre resta à fixer son propre reflet dans la vitre sombre. L'image de Manon priant avec les filles s'opposait violemment à la description de la femme déséquilibrée que Victoire peignait. Mais Victoire était sa fiancée, la femme en qui il avait eu confiance pendant 2 ans. Pouvait-il être si aveugle? D'accord, dit-il finalement d'une voix fatiguée. Je l'observerai. Mais je te préviens, Victoire. Si je découvre que tu me mens, si je découvre que ce n'est que jalousie ou cruauté, il n'y aura pas de seconde chance. Victoire sourit contre le dos de sa veste, un sourire froid et victorieux qu'il ne put voir. Je n'en aurai pas besoin, mon amour. La vérité se fera jour d'elle-même. Cette nuit-là, Alexandre dormit peu. Il resta éveillé à écouter la pluie, l'esprit divisé entre l'intuition d'un père et la logique d'un homme manipulé. Pendant ce temps, dans la chambre de service du sous-sol, Manon pleurait en silence sur son oreiller, serrant contre elle une photo froissée de son propre fils, loin au village, priant pour ne pas perdre le travail qui lui permettait de lui envoyer de l'argent pour ses médicaments. Victoire dormait paisiblement à côté de lui, rêvant du moment où elle jetterait les ordures hors de sa maison. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'Alexandre avait déjà un plan. Il n'allait pas attendre que la vérité se fasse jour toute seule. Il allait la chercher. La lumière grise de l'aube filtrait à peine par les lourds rideaux du bureau privé d'Alexandre. Il était 6 heures du matin.
La maison était toujours plongée dans le silence profond de l'aube, mais Alexandre était déjà habillé avec une tasse de café noir à la main et les yeux fixés sur le mur devant lui. Il n'était pas allé au bureau. Il avait appelé sa secrétaire pour annuler toutes les réunions de la journée avec une excuse d'urgence familiale. Aujourd'hui, sa seule réunion était avec la vérité. Devant lui, une série de moniteurs haute définition montrait chaque recoin de la demeure en temps réel. Il y avait des mois qu'il avait installé un système de sécurité interne de dernière génération, soi-disant pour se protéger des vols ou des enlèvements, étant donné son profil public. Victoire connaissait les caméras aux entrées et dans les couloirs, mais elle ne savait pas qu'Alexandre, lors d'une crise de paranoïa des mois auparavant, avait installé des caméras discrètes et des microphones dans les espaces communs, le salon de jeu, la cuisine et la salle à manger de tous les jours. Il ne les avait jamais utilisés pour espionner sa famille. Jusqu'à aujourd'hui. « Nous allons voir qui tu es vraiment, Manon », murmura-t-il pour lui-même, prenant une gorgée de café amer. L'écran numéro 3 s'anima. C'était la cuisine. Manon entra dans le champ à 6h15. Elle était déjà en uniforme, impeccable. Alexandre zoome sur son visage, cherchant les signes de folie ou d'obsession dont parlait Victoire. Il ne vit que de la fatigue et de la détermination. Manon se signa avant de commencer, mit de l'eau à bouillir et commença à couper des fruits frais avec une dextérité rapide. Il n'y avait pas de gestes étranges. Elle ne parlait pas seule. Elle prépara 3 boîtes à lunch avec des notes écrites à la main qu'elle glissa à l'intérieur de chacune. Alexandre ajusta l'audio. « Passez une belle journée, mes petits anges », murmura Manon en fermant la boîte à lunch de Camille. À 7h, la dynamique changea. Victoire entra dans la cuisine. Elle portait une robe de chambre en soie et un masque facial. Elle ne regarda même pas Manon. Elle se dirigea directement vers la machine à café expresso. « Le café est froid », dit Victoire sans le goûter, d'un ton de dégoût. « Refais-en un autre et j'espère que les petites sont déjà prêtes. J'ai yoga à 9h et je n'ai pas l'intention d'être en retard à cause de leurs caprices matinaux. »« Oui, mademoiselle, les petites sont en train de descendre maintenant », répondit Manon avec soumission, vidant la cafetière fraîchement faite pour recommencer sans se plaindre. Sur le moniteur 4, le salon, les triplés apparurent. Elles descendaient les escaliers dans leurs uniformes scolaires, traînant leurs cartables. Elles avaient l'air somnolentes et tristes. Alexandre sentit une impulsion de sortir et de les embrasser, mais il s'obligea à rester sur sa chaise. Il devait voir l'interaction complète. Les petites entrèrent dans la cuisine, moniteur 3. Victoire était en train de consulter son Instagram, leur tournant le dos. « Bonjour Victoire », dit Sophie poliment. Victoire émit un son guttural sans lever les yeux de son téléphone. « Mangez vite, le chauffeur vous attend dans 10 minutes et ne vous tâchez pas, pour l'amour de Dieu. » Les fillettes s'assirent tête baissée. Manon s'approcha de la table avec les assiettes de fruits et de flocons d'avoine. Au moment où Manon s'approcha, l'énergie des petites changea. C'était subtil, mais Alexandre le vit clairement sur l'écran haute définition. Leurs épaules se relâchèrent. Valentine adressa un sourire rapide à l'employé. « Tu me coiffes, Manon ?» demanda Camille en touchant une tresse défaite. « Ça me fait mal quand je le fais moi-même. »« Je n'ai pas le temps pour ça, Camille », lança Victoire depuis le bar. « Manon doit nettoyer les toilettes avant 8h. » Manon regarda l'horloge murale, puis regarda Victoire, et finalement regarda la fillette avec des yeux suppliants. Ignorant l'ordre implicite de s'éloigner, Manon sortit un petit peigne de la poche de son tablier. « Viens ici, mon cœur », dit Manon d'une voix très basse, presque inaudible pour Victoire, mais parfaitement captée par le microphone sensible du système. « Nous allons faire ça très vite. » Magie des mains rapides. Camille descendit de sa chaise et alla vers elle. Manon commença à la coiffer avec une délicatesse qui brisa l'âme d'Alexandre. Ce n'étaient pas des tiraillements pressés. Manon tenait la racine des cheveux pour qu'elle n'ait pas mal. Elle passait le peigne doucement, et pendant qu'elle le faisait, elle lui arrangeait le col de sa chemise. C'était un acte d'intimité maternelle absolue. « Manon ?» demanda Valentine en mâchant un morceau de melon. « Pourquoi papa ne déjeune pas avec nous? C'est parce qu'il s'est fâché hier soir ?» Alexandre retint sa respiration dans son bureau. « Non, mon amour, » répondit Manon, terminant la tresse de Camille et lui nouant un ruban rose parfait. « Ton papa vous aime de tout son cœur. Il doit beaucoup travailler pour s'occuper de cette grande maison. Mais hier soir, je l'ai vu vous regarder comme si vous étiez son plus grand trésor. Il n'est pas fâché, il est fatigué, mais il vous adore. Victoire dit que nous sommes un fardeau, » murmura Sophie en plantant sa fourchette dans son fruit. Victoire, de l'autre côté de la cuisine, était en train d'enregistrer une note vocale sur son téléphone et n'entendit pas le commentaire, mais Alexandre sentit un coup physique dans sa poitrine.
Manon s'accroupit à la hauteur de Sophie, prenant ses petites mains entre ses gants jaunes. « Regarde-moi, Sophie. Ne crois jamais ça. Vous êtes un cadeau. Parfois, les adultes disent des choses stupides quand ils sont stressés, mais vous êtes des petites filles merveilleuses, intelligentes et gentilles. N'importe qui serait le plus chanceux du monde d'être votre papa ou maman. Tu voudrais être notre maman ? Demanda Camille innocemment. Le silence dans le bureau d'Alexandre fut total. Dans la cuisine, Manon sourit avec tristesse, un sourire plein de douleur et d'amour. « Je suis votre amie, ma vie, et je serai toujours là pour prendre soin de vous tant que Dieu et votre papa me le permettront. Maintenant, mangez tout. Vous avez besoin d'énergie pour bien apprendre aujourd'hui. » Manon se leva, embrassa rapidement le front de chacune avant que Victoire ne se retourne et retourna à l'évier. Alexandre se laissa tomber en arrière sur sa chaise en cuir, les yeux pleins de larmes. « Obsession maladive », avait dit Victoire. « Dangereuse. » Ce qu'il venait de voir était la preuve la plus pure d'amour désintéressé qu'il avait vue depuis des années. Manon n'essayait pas de lui voler ses filles. Elle comblait le vide émotionnel que lui et Victoire avaient laissé. Elle sauvait leur cœur. Victoire, en revanche, Victoire était un mur de glace, une femme qui priorisait son cours de yoga sur la coiffure d'une fillette de 5 ans qui les appelait fois fardeau. La rage revint à Alexandre, mais cette fois, c'était une rage froide, calculée. Il n'avait plus de doute, il savait ce qu'il devait faire. Mais alors il vit quelque chose sur le moniteur qui le glaça. Victoire s'était retournée brusquement. Elle semblait avoir remarqué l'échange final de sourires. Ses yeux se plissèrent tandis qu'elle regardait le dos de Manon. Alexandre reconnut ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui vient de tracer un plan de destruction. Victoire marcha vers la table, prit son sac de créateur et, d'un mouvement rapide de prestidigitateur, glissa quelque chose de brillant de son poignet. Alexandre se pencha vers l'écran en plissant les yeux. Que faisait Victoire ? Elle marcha vers l'endroit où Manon avait laissé son sac en tissu bon marché sur une chaise dans le coin pendant qu'elle nettoyait. Profitant du fait que Manon était de dos à récurer les assiettes et que les filles ramassaient leurs cartables, Victoire laissa tomber l'objet brillant à l'intérieur du sac ouvert de Manon. Ce fut l'affaire d'une seconde. Puis Victoire sourit pour elle-même un sourire macabre et cria « Les petites, on y va, la voiture est là. Manon, je veux que cette cuisine soit immaculée quand je reviendrai. » Alexandre frappa le bureau du poing. Il l'avait vu. Il avait vu le piège en direct. Victoire venait de placer la preuve, le bracelet en or, l'accusation de vol qu'elle avait menacé de faire. Le millionnaire se leva d'un bond, renversant le café sur les documents. Son premier instinct fut de courir à la cuisine et de la démasquer là, avant qu'elle ne sorte, mais il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. S'il intervenait maintenant, ce serait sa parole contre la sienne, un scandale devant les petites avant d'aller à l'école. Les petites sortiraient en pleurant, traumatisées par une autre dispute. Il devait être plus intelligent. Il avait l'enregistrement. Il avait la preuve irréfutable du délit. Il laisserait Victoire exécuter sa pièce de théâtre. Il la laisserait se croire victorieuse. Il la laisserait monter le spectacle pendant le dîner, quand elle penserait avoir le contrôle total, et alors, quand elle serait au sommet de son arrogance, il la détruirait avec la vérité devant tout le monde. Alexandre regarda le moniteur une dernière fois. Manon était seule dans la cuisine, s'essuyant la sueur du front, inconsciente de la bombe à retardement qu'elle portait dans son sac. « Tiens bon un peu plus, Manon », murmura Alexandre à l'écran. « Ce soir, justice sera faite, et je te jure qu'elle sera impitoyable. » Alexandre éteignit les moniteurs, arrangea sa veste et sortit du bureau. Le chasseur était devenu la proie, mais Victoire ne le savait pas encore. Le jeu final avait commencé. La journée s'écoula avec une lenteur agonisante, comme si le temps lui-même s'était épaissi à l'intérieur du manoir de Clermont. Dehors, le ciel s'était complètement fermé, déchargeant un orage électrique qui faisait vibrer les doubles vitrages, plongeant la maison dans une pénombre grisâtre. À l'intérieur, la tension était encore plus électrique. Alexandre passa la majeure partie de la journée enfermé dans son bureau, feignant de revoir des contrats et de passer des appels internationaux, mais en réalité, il ne quittait pas des yeux les moniteurs de sécurité une seule seconde. C'était un lion aux aguets dans la brousse, attendant le moment exact pour bondir. Victoire revint en milieu d'après-midi, chargée de sacs de courses exclusifs, fredonnant une mélodie désaccordée. Elle semblait avoir oublié l'incident du matin ou peu. Être sa confiance dans le plan qu'elle avait exécuté était-elle si absolue qu'elle se sentait déjà victorieuse. Alexandre l'observa à travers l'écran alors qu'elle entrait dans la cuisine, ignorant délibérément Manon, qui était en train de repasser les uniformes des filles avec un dévouement silencieux. Victoire passa sans s'arrêter, ouvrit le réfrigérateur,
prit une bouteille d'eau importée et avant de sortir, donna accidentellement un coup de pied au panier à linge propre que Manon venait d'ordonner. « Oups !» dit Victoire sans se retourner, d'une voix chargée de sarcasme. « Que je suis maladroite. Ramasse ça, Manon, et assure-toi qu'il n'y ait pas de peluche. Alexandre déteste les vêtements sales. » Manon ne répondit pas. Elle soupira profondément, s'accroupit et commença à ramasser les chemises blanches, les secouant avec soin. Alexandre, depuis son bureau, sentit sa mâchoire se crisper. La cruauté de Victoire n'était pas seulement de la méchanceté, c'était un sport pour elle. Elle aimait humilier quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. À 16 heures, le bus scolaire déposa les triplés à la porte. Alexandre descendit au vestibule pour les accueillir, les interceptant avant que Victoire ne puisse le faire. Les fillettes entrèrent en secouant leurs parapluies mouillés, les joues rougies par le froid. « Papa !» crièrent-elles en le voyant, courant vers lui. Alexandre les serra dans ses bras, humant l'odeur de la pluie et de l'enfance, mais il remarqua quelque chose immédiatement. Leur regard cherchait quelque chose derrière lui. Elle cherchait Manon. « Où est-elle » demanda Camille dans un murmure, tirant sur la manche de son père. « Elle est dans la cuisine en train de préparer le goûter » répondit Alexandre en lui faisant un clin d'œil. « Allez-y, mais ne faites pas trop de bruit. Victoire se repose. » Les fillettes coururent vers la cuisine comme si c'était un abri anti-aérien. Alexandre la suivit à une distance prudente et s'arrêta près de la porte entr'ouverte. Ce qu'il vit lui confirma une fois de plus qu'il était dans le bon camp. Manon les accueillit avec des serviettes chaudes, leur séchant les cheveux humides, tout en les interrogeant sur leurs devoirs, sur leurs amis, sur leurs dessins. Elle leur servit du lait chaud au cacao et des biscuits maison. Il n'y avait pas de cris, pas d'exigence de perfection. Il n'y avait que la chaleur du foyer. « Manon, » dit Sophie, la bouche pleine de chocolat. « Aujourd'hui, j'ai fait un dessin de ma famille. » La fillette sortit un papier froissé de son cartable. Dans le dessin fait de traits enfantins et colorés, apparaissaient 5 figures. Un homme grand avec une cravate, Alexandre, 3 petites filles en robe rose et une femme avec une robe noire et des gants jaunes, tenant un cœur géant. Victoire n'était pas sur le dessin. Manon regarda le papier et ses yeux se remplirent de larmes. « C'est magnifique, mon amour. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » dit-elle d'une voix brisée, serrant le dessin contre sa poitrine. « Mais tu dois faire attention avec ça. Si mademoiselle Victoire le voit, elle sera triste parce qu'elle n'est pas dessus. Elle n'est pas ma famille, » décréta Sophie avec une maturité qui effrayait. « C'est la fiancée de papa, mais elle ne nous aime pas. Toi, si. » Alexandre dut s'écarter de la porte pour qu'elle ne le voie pas pleurer. L'innocence de ses filles avait saisi la vérité bien avant lui. Il monta les escaliers vers sa chambre, déterminé. Cette nuit, tout s'arrêterait. En arrivant dans la chambre, il trouva Victoire, devant le miroir en pied, essayant une robe rouge sans moulante et provocante. Elle se tourna en le voyant entrer avec ce sourire de prédatrice qu'il confondait autrefois avec de la passion. « Bonsoir, mon amour, » dit-elle, s'approchant pour l'embrasser. « J'y pensais. Ce soir, nous devrions avoir un dîner formel, juste nous et les petites, pour célébrer que nous sommes tous ensemble. Je veux que ce soit spécial. » Alexandre la regarda dans les yeux. Ils étaient froids, calculateurs. Il savait exactement pourquoi elle voulait un dîner formel. Elle voulait une scène. Elle voulait un public pour son chef-d'œuvre. « Cela me semble une excellente idée, » répondit-il avec un calme qui le surprit lui-même. « Un dîner spécial. Parfait. Je vais dire à Manon de préparer la table avec la vaisselle en argent et les coupes en cristal de baccarat, » dit Victoire, retournant au miroir. « Et qu'elle serve elle-même. Je veux que tout soit impeccable. » « Bien sûr qu'elle serve. » Victoire ne remarqua pas l'ironie dans la voix d'Alexandre. Elle était trop occupée à admirer son propre reflet, imaginant à quoi elle ressemblerait sans la concurrence de l'employé. Le lendemain, elle mit des boucles d'oreilles en diamant, ajusta sa robe et se maquilla. Elle se préparait pour la guerre déguisée en fête. Pendant que Victoire se préparait, Alexandre alla à son coffre-fort, sortit un petit enregistreur numérique portable et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Puis il descendit à la cuisine une dernière fois. Manon était nerveuse, sortant la vaisselle chère de mains tremblantes. « Tranquille, Manon, » lui dit Alexandre en passant, lui touchant doucement l'épaule. « Fais juste ton travail comme toujours. Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. » Manon le regarda, confuse par l'intensité de son ton, mais hocha la tête. « Oui, monsieur. Merci, monsieur. » Alexandre sortit dans le jardin sous la pluie, alluma une cigarette, bien qu'il ait arrêté il y a des années, et regarda vers la fenêtre de la salle à manger éclairée. Il restait 30 minutes avant le dîner, 30 minutes avant que le piège de Victoire ne s'active,
30 minutes avant que sa vie ne change pour toujours. Il jeta la cigarette à moitié fumée, l'écrasa avec force contre le pavé mouillé et entra. Il était temps. La salle à manger resplendissait sous la lumière du lustre en cristal. La table était dressée avec une précision millimétrique, nappe en lin blanc, couvert en argent poli, et un centre de table avec des roses rouges qui semblaient saigner sous la lumière artificielle. Cependant, l'air était si dense qu'il était difficile de respirer. Les triplés étaient assises à leur place, vêtus de leurs plus belles robes du dimanche, mais leurs visages ne reflétaient pas la célébration, mais la peur. Elles gardaient leurs mains sur leurs genoux, n'osant toucher à rien, regardant de côté Victoire, qui présidait la table avec une coupe de vin rouge à la main. Alexandre occupait le bout de table opposé. Son visage était un masque de marbre. Il mangeait machinalement, coupant la viande par mouvements précis, sans rien savourer. Ses yeux voyageaient de Victoire à Manon, qui servait l'eau avec une efficacité nerveuse, essayant de se rendre invisible. « Le rôti est un peu sec. Tu ne trouves pas, mon amour ?» rompit le silence Victoire, posant sa coupe avec un tintement aigu. « Je suppose que c'est trop demandé que le personnel sache cuisiner à point. » Alexandre posa ses couverts sur l'assiette. « Moi, je le trouve délicieux, Victoire. Les petites le mangent en entier. C'est ce qui est important. » Victoire laissa échapper un petit rire forcé. « Bien sûr, toujours aussi complaisant. Tu es trop bon, Alexandre. C'est pour ça que les gens profitent de toi. » Elle lança un regard acéré vers Manon, qui était en train de remplir la coupe de Sophie. « Attention, ne va pas renverser quelque chose sur la robe de la petite. C'est de la soie italienne. Ça vaut plus que ton salaire d'1 an. » La main de Manon trembla légèrement, mais elle réussit à terminer de servir sans incident. « Merci Manon, » dit Sophie à voix basse, défiant du regard sa future belle-mère. Victoire serra les lèvres, clairement irritée par la loyauté de la fillette envers l'employé. Elle regarda sa montre bracelet, ou plutôt, elle regarda son poignet nu. Le moment était venu. Alexandre vit ses yeux s'ouvrir dans un geste de surprise théâtrale exagéré. « Oh là là !» s'exclama Victoire en touchant son poignet puis son cou. « Ça ne peut pas être vrai !» Tous à table sursautèrent. Les fillettes cessèrent de manger. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alexandre en se penchant sur sa chaise, observant la performance. « Mon bracelet !» cria Victoire, se levant d'un bond, faisant presque tomber sa chaise. « Le bracelet en diamant et saphir que tu m'as offert pour notre anniversaire, je ne l'ai plus. » Elle commença à se tâter frénétiquement, vérifiant le sol autour de sa chaise, déplaçant les serviettes avec violence. « Tu l'as sûrement laissé sur ta coiffeuse, » dit Alexandre calmement. « Je t'ai vu mettre tes boucles d'oreilles, il y a un moment. »« Non, non, » insista-t-elle, sa voix montant de ton. « Je l'avais quand je suis descendu. Je me souviens parfaitement que je l'ai attaché avant de sortir de la chambre. Je suis venu directement à la cuisine pour surveiller. » Elle s'arrêta net, ses yeux se plantant dans Manon comme 2 poignards. Manon, qui était en train de ramasser les assiettes sales sur le buffet, se figea. Son visage perdit toute couleur. « Mademoiselle, je n'ai rien vu, » balbutia-t-elle, serrant le plateau contre sa poitrine. « Toi ?» Victoire marcha vers elle, la pointant d'un doigt accusateur. « Tu as traîné autour de moi toute l'après-midi quand j'ai accidentellement fait tomber le linge sale. Tu t'es accroupi près de moi. »« Victoire, s'il te plaît, » intervint Alexandre en se levant, mais sans s'approcher. « Tu es bouleversé, n'accuse pas sans preuve. »« Preuve ?» Victoire se tourna vers lui, les yeux exorbités par une fureur feinte. « Tu la défends toujours. C'est évident que c'est elle. C'est une affamée qui regarde mes bijoux avec envie depuis qu'elle est arrivée. Alexandre, ce bracelet coûte 50 000 €. J'exige que tu vérifies ses affaires tout de suite. »« Je n'ai rien. Je vous le jure devant Dieu, » pleura Manon en reculant jusqu'à heurter le mur. Les fillettes commencèrent à pleurer sur leurs chaises, terrorisées. « Tais-toi, voleuse !» hurla Victoire. « Si tu ne lasses pas, alors vide ton sac. Maintenant, je veux voir ce qu'il y a dans ce sac miteux que tu trimbales partout. » Le silence qui suivit fut terrible. On n'entendait que les sanglots de Camille. Alexandre marcha lentement vers Manon, se tint devant elle, bloquant la vision de Victoire un instant. Il regarda la femme tremblante dans les yeux et lui murmura « Fais-le, Manon, fais-moi confiance. » Manon, les mains tremblantes si fort qu'elle pouvait à peine se coordonner, marcha vers la chaise où elle avait laissé son sac en tissu pendant qu'elle servait le dîner. Elle le prit. Victoire s'approcha comme un vautour, le lui arrachant des mains avant qu'elle ne puisse l'ouvrir. « Laisse-moi faire !» cria Victoire. D'un mouvement violent, Victoire retourna le sac sur la table de la salle à manger, juste au-dessus de la nappe blanche immaculée. Tombèrent une vieille bourse, un rosaire en bois, un paquet de mouchoirs, des clés, et, avec un son métallique lourd et brillant, tomba le bracelet en diamant et saphir.
L'éclat des bijoux sous la lumière de la lampe sembla aveugler tout le monde pendant une seconde. « Ah, voilà !» cria Victoire, triomphante, pointant le bijou comme si c'était un trophée. « Il est là. Je le savais, je le savais. Tu es une sale voleuse. » Manon porta les mains à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. « Non, je n'ai pas mis ça là. Je vous le jure, monsieur Alexandre. »« Ce n'est pas moi !» cria-t-elle désespérée, tombant à genoux sur le sol, suppliante. « Quelqu'un a dû le mettre. Je ne volerai jamais. Arrête de mentir. » Victoire se tourna vers Alexandre avec un sourire de satisfaction mal dissimulé sous son masque d'indignation. « Voilà ta preuve, Alexandre. Nous l'avons attrapé en flagrant délit, en train de voler dans notre propre maison devant tes filles. Vas-tu continuer à la défendre maintenant? Appelle la police. Je veux qu'elle pourrisse en prison. » Les fillettes sautèrent de leur chaise. Sophie courut vers Manon et la serra dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. « Ce n'est pas vrai, Manon est gentille !» criait la fillette, protégeant l'employé avec son petit corps. « C'est toi la menteuse, Victoire. »« Éloigne cette petite de là !» ordonna Victoire, perdant patience. « Alexandre, fais quelque chose. C'est un cirque. Renvoie-la et appelle la police. Il n'y a plus de doute. C'est une criminelle. » Alexandre regarda la scène, regarda le bracelet brillant de manière obscène sur la table. Il regarda sa fiancée, dont le visage était déformé par le triomphe et la méchanceté. Et il regarda Manon, à genoux, embrassant sa fille. Une image de la piété de Michel-Ange en version domestique. Le millionnaire prit le bracelet sur la table, le soupesa dans sa main. Il était froid. « Tu as raison, Victoire », dit Alexandre d'une voix si grave qu'elle fit vibrer le sol. « Il n'y a plus de doute. C'est un crime, et quelqu'un va payer très cher pour ce qui s'est passé à cette table ce soir. » Victoire sourit en croisant les bras, s'attendant à voir Manon être jetée dehors. « Exact, mon amour. Fais ce qui est juste. » Alexandre leva les yeux et fixa ses yeux noirs sur Victoire. « Manon, » dit-il sans cesser de regarder sa fiancée. « Lève-toi. » Manon obéit en sanglotant, aidée par Sophie. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Victoire, effaçant son sourire en remarquant le ton étrange d'Alexandre. « Pourquoi lui parles-tu avec respect? C'est une voleuse. »« Elle l'est ?» demanda Alexandre, en faisant un pas vers Victoire. Il sortit sa main de la poche de sa veste. Il n'avait pas de téléphone pour appeler la police. Il avait une petite télécommande. « Victoire, avant d'appeler la police, je crois qu'il y a quelque chose que nous devrions tous voir. »« De quoi parles-tu » Alexandre pointa la télécommande vers le grand téléviseur à écran plat qui était encastré dans le mur du fond de la salle à manger, habituellement éteint pendant les repas. « Allumé !» dit Alexandre. L'écran noir s'anima. Apparut une image nette, haute définition. C'était la cuisine. La date et l'heure dans le coin supérieur droit marquaient 7:15 de ce même matin. Sur l'écran, on voyait la cuisine vide, sauf pour Manon, qui était de dos à faire la vaisselle. Et puis, Victoire entra. La Victoire réelle, debout dans la salle à manger, devint pâle comme un cadavre. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Dans la vidéo, tout le monde vit comment la Victoire de l'écran regardait autour d'elle, s'approchait furtivement du sac de Manon, retirait le bracelet de son propre poignet et le laissait tomber à l'intérieur du sac ouvert. Puis elle souriait à la caméra invisible avec une malice pure avant de crier pour appeler les petites. La vidéo se termina et l'écran se figea sur ce sourire maléfique. Le silence dans la salle à manger fut absolu, rompu seulement par le bourdonnement du téléviseur. Les fillettes regardaient l'écran les yeux écarquillés. Manon porta la main à sa bouche, comprenant enfin le piège. Alexandre se tourna lentement vers Victoire, qui tremblait, reculant pas à pas vers la sortie. « Explique-moi ça, Victoire », dit Alexandre avec un calme terrifiant. « Explique-moi pourquoi la femme qui allait être mon épouse et la mère de mes filles est en train de placer de fausses preuves pour incriminer une femme innocente dont le seul délit a été de leur donner de l'amour. » Victoire heurta le buffet. Elle était acculée. Il n'y avait pas de mensonge qui puisse la sauver de sa propre image en 4K. « Alexandre, je peux t'expliquer, c'est un montage, » balbutia-t-elle désespérée. « Tais-toi. » Le cri d'Alexandre fut si puissant que Victoire se recroquevilla physiquement. Pas un mot de plus de mensonge dans cette maison. Alexandre marcha vers la porte principale et l'ouvrit en grand. L'orage dehors rugissait avec force. Le vent et la pluie entraient dans le vestibule. « Va-t'en » dit-il en pointant l'obscurité. Maintenant, Victoire commença à pleurer, cette fois de vraies larmes de peur et d'humiliation. « Alexandre, il pleut. Je n'ai nulle part où aller. Je suis ta fiancée. Tu n'es plus rien, décréta-t-il. Tu as 5 minutes pour prendre tes affaires avant que j'appelle la police et que je leur remette cette vidéo comme preuve de calomnie,
diffamation et maltraitance infantile. Et crois-moi, avec mes avocats, je t'assure que tu passeras une longue période en prison. » Victoire regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais ne trouva que le mépris d'Alexandre, la peur des fillettes et le regard digne de Manon, qui s'était levé, essuyant ses larmes. « Tu vas me le payer !» cria Victoire, retrouvant un dernier gramme de venin tandis qu'elle courait vers l'escalier pour chercher son sac. « Vous êtes tous pathétiques. » Alexandre ferma la porte d'un coup sec quand elle monta, laissant le son de ses talons se perdre à l'étage. Puis il se tourna vers la table où ses 4 femmes le regardaient. Il s'approcha de Manon, qui tremblait toujours. « Pardonne-moi, Manon, » dit-il en lui prenant les mains avec douceur. « J'ai dû laisser ça aller jusqu'ici pour qu'elle ne puisse rien nier. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait vivre ça. » Manon, les yeux pleins de gratitude, secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Merci. Merci de m'avoir cru. » Alexandre regarda ses filles qui coururent l'embrasser, lui et Manon, dans une accolade de groupe géante. Pour la première fois depuis des années, le manoir de Clermont ne semblait pas froid. Il se sentait enfin comme un foyer propre. Mais Alexandre savait que la blessure était profonde et que la nuit n'était pas encore terminée. Il fallait boucler la boucle. La tempête à l'extérieur du manoir de Clermont semblait être entrée dans l'âme de Victoire. Tandis qu'elle montait les escaliers vers la chambre principale, ses pas n'étaient pas ceux d'une femme vaincue, mais ceux d'une bête blessée et dangereuse. Alexandre la suivit de près, s'assurant qu'elle n'endommage rien ni personne sur son chemin vers la sortie. Les fillettes étaient restées en bas, serrées contre Manon sur le canapé du salon, tremblant non pas de froid, mais de la violence émotionnelle qu'elle venait de voir. En entrant dans la chambre, Victoire ne chercha pas de valise. Elle se tourna vers Alexandre, le mascara coulant, tachant ses joues parfaites, transformant son visage en un masque grotesque de haine. « Tu crois que ça se termine ici, Alexandre ?» cracha-t-elle en jetant son sac de marque sur le lit avec fureur. « Tu crois que tu peux me jeter comme un chien et rester tranquille avec ton employée parfaite ? Je te jette parce que tu es une criminelle et une agresseuse, » répondit Alexandre d'une voix glaciale, appuyé sur l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu as de la chance que je n'ai pas encore appelé la police. Remercie le fait que je ne veux pas que mes filles te voient menotter. Fais ta valise. Je te veux dehors dans 3 minutes. » Victoire laissa échapper un rire hystérique, un son aigu qui glaça le sang d'Alexandre. Elle commença à arracher des vêtements des cintres de son dressing, jetant des robes de soie et des manteaux de fourrure au sol en un tas désordonné. « Police !» se moqua-t-elle en mettant des bijoux dans un étui de main frénétique. « Fais-le, appelle-les, et quand ils arriveront, je leur dirai que tu m'as forcé à le faire. Je leur dirai que tu es un agresseur, que tu me bats et que tu as une aventure avec cette indigène sale que tu as dans la cuisine. » Alexandre serra la mâchoire. « Personne ne te croira. J'ai la vidéo. » « La vidéo ne montre qu'un bracelet, Alexandre. » « Mais la presse... » Victoire s'arrêta et le regarda avec des yeux brillants de malice. « La presse adore un bon scandale. Le magnat de Clermont quitte sa fiancée de la haute société pour la domestique. Tu imagines les gros titres ? Tu imagines ce que diront les associés de ton entreprise ? Tes actions chuteront en piqué avant l'aube. Et le meilleur de tout, les services sociaux. » Alexandre fit un pas en avant, sentant un nœud à l'estomac. « Qu'est-ce que les services sociaux ont à voir là-dedans ? » « Tout !» siffla Victoire en s'approchant de lui jusqu'à envahir son espace, exhalant une odeur aigre de peur et de parfum cher. « Je vais dénoncer que cette maison n'est pas un environnement adapté aux petites. Je dirais que leur père est absent et qu'il les laisse aux bons soins d'une femme sans éducation, sans papier et qui a probablement un casier judiciaire. Ils t'enlèveront les petites, Alexandre, je te le jure sur ma vie. Si je coule, tu coules avec moi et ces petites finiront dans un orphelinat. » Le silence qui suivit fut absolu. Alexandre savait que Victoire bluffait en partie, mais il savait aussi que son influence dans la haute société et ses avocats pouvaient faire beaucoup de dégâts. Un scandale public pourrait mettre en péril la garde des triplés, au moins temporairement, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas permettre. « Va-t'en » dit Alexandre dans un murmure dangereux. « Va-t'en avant que je ne perde le peu de galanterie qu'il me reste et que je te traîne par les cheveux. » Victoire ferma sa valise d'un coup sec, accrocha son sac à l'épaule et marcha vers la porte, passant à côté de lui. Elle s'arrêta une seconde, effleurant son bras. « Je pars, mais souviens-toi de mes paroles. Cette femme est ta ruine. Elle va te coûter tes filles. » Alexandre la vit descendre les escaliers. Il vit les fillettes se cacher derrière le canapé en la voyant passer. Il vit Victoire regarder Manon une dernière fois avec un sourire de « ce n'est pas fini » avant d'ouvrir la porte principale
et de disparaître dans la nuit pluvieuse. La porte claqua, résonnant dans toute la maison, fermant un chapitre, mais ouvrant une blessure. Alexandre descendit les escaliers et se dirigea droit vers ses filles. Il les serra fort dans ses bras, embrassant leur tête. « Elle est partie. Elle ne reviendra plus. »« On est en sécurité, vraiment, papa ?» demanda Valentine, les yeux grands ouverts. « Vraiment, promesse de sang. » Manon était debout près de la porte de la cuisine, s'essuyant nerveusement les mains sur son tablier. Elle était pâle. Elle avait entendu les cris d'en haut. L'acoustique du manoir était traîtresse. Les menaces de victoire concernant les services sociaux et la perte des filles étaient arrivées clairement à ses oreilles. Alexandre s'approcha d'elle. « Manon, n'écoute pas ce qu'a dit cette folle. Tu es en sécurité ici. Personne ne te fera sortir de cette maison. » Manon hocha la tête, mais ne le regarda pas dans les yeux. Son cœur battait fort. « Oui, monsieur. Merci, monsieur. Voulez-vous que je prépare autre chose pour les petites? Elles doivent avoir faim après tout ça. »« Non, repose-toi. Ça a été une journée horrible. J'emmènerai les petites au lit. Va dormir, Manon. Tu le mérites. » Alexandre monta avec les filles, essayant de transmettre de la normalité. Mais en bas, dans la solitude de la cuisine, Manon ne se reposa pas. Elle se laissa tomber sur une chaise, tremblante. Les mots de Victoire résonnaient dans sa tête comme une sentence de mort. « Cette femme est ta ruine. Elle va te coûter tes filles. » Manon regarda autour d'elle, regarda le luxe, la sécurité, la chaleur de ce foyer qu'elle avait fini par aimer en si peu de temps. Elle n'était qu'une humble employée. Alexandre était un homme puissant. Si Victoire mettait ses menaces à exécution, si la presse attaquait, si quelqu'un venait enquêter, elle serait la coupable de la séparation de ses 3 petites filles de leur père. Elle était le point faible. Elle était la tache sur la réputation parfaite des de Clermont. « Je ne peux pas leur faire ça », murmura Manon dans le vide, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux pas permettre qu'on leur enlève leurs filles par ma faute. Je les aime trop pour être leur malheur. » Elle se leva avec une détermination douloureuse. Elle monta dans sa petite chambre de service. Elle n'alluma pas la lumière. Elle sortit sa vieille valise de dessous le lit et commença à emballer ses quelques affaires. 2 uniformes, un jean, la photo de son fils et le dessin que Sophie lui avait offert cet après-midi-là. À 3 heures du matin, lorsque la maison était silencieuse et que l'orage s'était calmé en une triste bruine, Manon monta furtivement au 2e étage. Elle entra dans la chambre des triplés. Les 3 dormaient paisiblement, inconscientes du sacrifice qui se déroulait. Manon s'approcha de chacune, embrassant doucement leur front pour ne pas les réveiller, laissant ses larmes tomber sur les oreillers. « Pardonnez-moi, mes amours » murmura-t-elle, la voix étouffée par la douleur. « C'est pour vous protéger, un jour vous comprendrez. Soyez sages, mangez bien, n'oubliez pas de prier. » Elle sortit de la chambre le cœur brisé, sentant qu'elle laissait sa vie là. Elle descendit les escaliers, laissa une note sur la table de la cuisine à côté de son trousseau de clés et sortit par la porte de service. La nuit froide l'accueillit, et tandis qu'elle marchait vers l'arrêt de bus de nuit, Manon ne regarda pas en arrière, sachant que si elle le faisait, elle n'aurait pas la force de partir. Le soleil du matin entra avec force par les fenêtres de la salle à manger, un contraste cruel avec l'obscurité qui était sur le point de descendre sur la famille de Clermont. Alexandre se réveilla avec un sentiment de légèreté qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Victoire était partie, le cauchemar était terminé. Pour la première fois, il se sentait maître de sa vie et de son foyer. Il se doucha en fredonnant, s'habilla avec des vêtements confortables et descendit les escaliers, anxieux de voir ses filles. Et s'il était honnête avec lui-même, anxieux de voir la femme aux yeux doux qui avait défendu sa famille bec et ongles. Il s'attendait à trouver l'odeur du café fraîchement moulu et le son des rires dans la cuisine. Mais quand il arriva au bas de l'escalier, il ne trouva que le silence. Un silence lourd, dense, incorrect. « Manon » appela-t-il en entrant dans la cuisine. La cuisine était impeccable, froide. Il n'y avait rien sur la cuisinière. Les rideaux étaient fermés. Sur l'îlot central en marbre, où le petit déjeuner était habituellement servi, il n'y avait qu'un seul objet, un papier d'agenda arraché et plié en 2, avec son nom écrit d'une écriture tremblante. À côté du papier, le trousseau de clés de la maison et les gants de caoutchouc jaune pliés proprement. Le cœur d'Alexandre fit un bond violent. Il se précipita sur la note, la dépliant de mains qui commençaient à transpirer. « Monsieur Alexandre, merci de m'avoir défendu et de m'avoir traité comme une personne. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Mais je ne peux pas rester. Mademoiselle Victoire a raison sur une chose. Je n'appartiens pas à votre monde. Si je reste, je ne vous apporterai que des problèmes, de la honte et des scandales. J'ai entendu ce qu'elle a dit sur le fait de vous enlever les petites.
Je préfère mourir plutôt que d'être la cause de la séparation de vos filles de vous. Elles ont besoin de leur père, pas d'une employée qui ne cause que des problèmes. S'il vous plaît, dites à mes petites que je les aime de toute mon âme, qu'elles mangent bien, qu'elles soient courageuses, et prenez bien soin d'elles. Monsieur, vous êtes un homme bon. Ne laissez personne vous dire le contraire. Adieu pour toujours, Manon. Alexandre lut la lettre 2 fois, 3 fois, refusant de traiter les mots. Adieu pour toujours. Il sentit un coup physique, comme si on lui avait arraché l'air des poumons. Elle était partie. Elle était partie pour le protéger. Elle avait cru les mensonges empoisonnés de Victoire, et s'était sacrifiée en silence. Non, cria Alexandre en frappant la table du poing, froissant la lettre. Non! À ce moment, des pas rapides se firent entendre descendant les escaliers. Les triplés apparurent à la porte de la cuisine en pyjama, se frottant les yeux. « Papa » demanda Sophie, effrayée par le cri. « Qu'est-ce qui se passe? Où est Manon? Nous avons faim. » Alexandre se tourna vers elle. Son visage, décomposé par la douleur et la frustration, les effraya. Il essaya de se reprendre, mais c'était inutile. Comment leur dire que la seule figure maternelle réelle qu'elles aient eue était partie à cause de la méchanceté de son ex-fiancé? « Mes amours » commença-t-il en s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Manon a dû partir. »« Partir où » demanda Camille, sa lèvre inférieure commençant à trembler. « Au marché ? Non, chérie. Elle est partie chez elle. Loin. Elle va revenir pour le déjeuner » insista Valentine. Alexandre secoua la tête, sentant que son âme se brisait. « Non, ma vie, elle ne reviendra pas. » Les pleurs des 3 petites furent déchirants. Ce n'était pas un caprice, c'était une lamentation de perte profonde. Elles se jetèrent par terre en criant le nom de Manon, inconsolable. Alexandre les serra dans ses bras, essayant de contenir la marée de tristesse, mais lui-même ressentait un vide énorme. La maison sans elle redevenait un manoir froid, un mausolée de luxe sans vie. Les heures passèrent, les petites refusèrent de déjeuner. Elles s'enfermèrent dans leur chambre, serrées contre les oreillers qui sentaient encore elles. Alexandre, désespéré, appela l'agence d'employés. « J'ai besoin de l'adresse de Manon Dubois » exigea-t-il au téléphone. « Je suis désolé, monsieur de Clermont » répondit la voix métallique de la réceptionniste. « Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas donner de données personnelles. De plus, le dossier de Manon indique qu'elle n'a pas d'adresse fixe en ville, seulement une boîte postale dans un village à 6 heures d'ici. Elle a formellement démissionné ce matin par email. » Alexandre raccrocha le téléphone, frustré. Il se sentait impuissant. Il avait des millions d'euros, des avions privés, de l'influence, mais il ne pouvait pas trouver la femme qui avait emporté la lumière de sa maison. Il entra dans la chambre des filles pour essayer de les calmer. Elles étaient assises en cercle par terre, les yeux rouges. Camille tenait un vieil ours en peluche qui avait un mécanisme d'enregistrement vocal, un de ces jouets qui répètent ce que l'on dit. « Je veux écouter Manon », sanglotait Camille en serrant la patte de l'ours. « Camille, Manon n'a jamais rien enregistré dans l'ours », lui dit Sophie avec tristesse. « Si, elle l'a fait. Un jour, nous jouions à cache-cache, et elle s'est cachée dans l'armoire avec l'ours. Je l'ai entendu lui parler. » Alexandre s'approcha, intrigué. « Je peux voir ça, Camille ?» demanda-t-il doucement. La fillette lui tendit l'ours. Alexandre appuya sur le bouton de lecture, sur la patte gauche. Il y eut un crépitement de statique, et puis une voix, mais ce n'était pas la voix de Manon, c'était la voix de Victoire. Alexandre resta glacé. L'enregistrement devait dater de quelques semaines, peut être activé par accident ou laissé là exprès par le destin. « Écoutez-moi bien, stupide morveuse », sifflait la voix inimitable de Victoire depuis le jouet avec un ton qui glaçait le sang. « Je suis fatigué de vos jérémiades. Si vous dites à votre père que je ne vous ai pas donné à manger aujourd'hui, je vous jure que je vais jeter cet ours et tous vos jouets à la poubelle. Votre père ne vous aime pas, vous comprenez? Il ne vient à la maison que parce que je lui fais pitié. Si ce n'était pas pour moi, il vous aurait envoyé dans un internat il y a des années. Alors, fermez votre bouche et souriez pour la photo. » L'enregistrement se termina par le son d'un coup, probablement l'ours étant lancé contre le mur. Alexandre lâcha le jouet comme s'il le brûlait. Les fillettes le regardaient, terrifiées d'entendre à nouveau la voix de la sorcière, mais dans les yeux d'Alexandre, la douleur fit place à une fureur volcanique beaucoup plus intense que la nuit précédente. Victoire non seulement les avait privés de nourriture, elle avait détruit leur estime de soi, elle leur avait fait croire qu'ils ne les aimaient pas. C'était de la torture psychologique. Et Manon était arrivée sur ce champ de bataille, et sans armes, avait guéri ses blessures avec de l'amour pur, affrontant le monstre en silence. Maintenant, il comprenait pourquoi Manon était partie.
Ce n'était pas seulement la peur pour elle, c'était la terreur que Victoire mette ses menaces à exécution contre les petites. Manon s'était sacrifiée pour éliminer la raison de la colère de Victoire. Alexandre se leva. Sa tristesse s'était évaporée, remplacée par une détermination d'acier. « Personne ne vous fera plus jamais de mal », jura-t-il en regardant ses filles. « Et je vous promets une chose, je vais ramener Manon, même si je dois soulever chaque pierre de ce pays. » Il sortit de la chambre, sortit son téléphone et composa un numéro privé. « Je veux le meilleur détective privé dans mon bureau dans 10 minutes, » ordonna-t-il en descendant les escaliers en courant. « Et préparez l'hélicoptère, nous allons aller dans un village. » La chasse avait commencé, mais cette fois, ce n'était pas pour la vengeance, c'était pour la rédemption. Alexandre n'allait pas laisser la femme de sa vie s'échapper à cause d'un mensonge. Il allait la chercher, il allait lui demander pardon à genoux, et il allait lui demander quelque chose de plus que de revenir travailler. Il allait lui demander de rester pour toujours. Mais pendant qu'Alexandre mobilisait ses ressources, Manon était déjà dans un bus délabré, traversant la montagne sous la pluie, pleurant en regardant par la fenêtre, croyant qu'elle avait fait ce qu'il fallait en disparaissant de la vie du millionnaire pour toujours. Elle ne savait pas qu'il était déjà en route. Le téléphone d'Alexandre vibra sur la table en acajou de la salle de conférence de son entreprise, interrompant le silence sépulcral qui régnait dans la pièce. Il était 10 heures du matin. Devant lui, une équipe de 5 avocats d'élite, les requins légaux les plus chers de la ville, attendait des instructions, stylo à la main. Sur l'écran géant du mur était projetée une diffusion en direct d'Instagram. C'était Victoire. Elle était assise dans une suite d'hôtels de luxe, avec une robe de chambre blanche et les yeux stratégiquement rougis, parlant à la caméra de son téléphone d'une voix brisée qui aurait ému n'importe qui, ne connaissant pas sa vraie nature. Plus de 50 000 personnes regardaient le direct. « Et c'est pour ça que j'ai dû fuir hier soir », disait Victoire en essuyant une larme inexistante. « J'ai peur, les amis. J'ai très peur. Alexandre est un homme puissant, et je ne suis qu'une femme qui a essayé de prendre soin de ses filles, mais lui a des problèmes de colère. Il m'a jeté à la rue sous la pluie, parce que j'ai osé remettre en question l'employé qu'il préfère. Je crains pour ma sécurité, et surtout, je crains pour ses petites. » Les commentaires dans le chat de la vidéo défilaient à une vitesse vertigineuse. Quelle horreur! Courage, Victoire! Il faut dénoncer ce monstre. Justice pour Victoire. Alexandre observa l'écran avec une froideur qui effraya même son avocat principal, Maître Montalvo. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement la précision chirurgicale d'un homme qui est sur le point d'extirper une tumeur. « Vous l'avez, Montalvo ?» demanda Alexandre sans quitter l'écran des yeux. « Oui, monsieur de Clermont, le communiqué de presse est rédigé, et la plainte pour diffamation, calomnie et maltraitance infantile est prête à être déposée au tribunal. Mais monsieur, lancer la vidéo de sécurité et l'audio de l'ours en peluche au public est une mesure nucléaire. Cela détruira sa réputation pour toujours. Il n'y aura pas de retour en arrière. » Alexandre se tourna lentement vers l'avocat. « Cette femme a menacé de m'enlever mes filles. Elle a menacé de les envoyer dans un orphelinat. Elle a torturé psychologiquement des fillettes de 5 ans en leur disant que leur père ne les aimait pas. » Alexandre se pencha sur la table. « Je ne veux pas nuire à sa réputation, Montalvo. Je veux l'incinérer. Je veux que, lorsque la journée sera terminée, personne dans ce pays n'ose croire un seul mot qui sort de sa bouche. Faites-le maintenant. » Montalvo hocha la tête et donna l'ordre par son téléphone. Sur l'écran géant, la transmission de Victoire continuait. « Je demande juste justice, » disait-elle en reniflant. « Je veux juste que la vérité soit con. » Soudain, son expression changea. Elle cessa de regarder la caméra et regarda l'écran de son propre téléphone, lisant les commentaires qui commençaient à changer radicalement. « Menteuse, ils viennent de fuiter la vidéo. Tu as piégé la pauvre femme. Tu es un monstre. J'ai entendu l'audio de l'ours. Victoire en prison. Le visage de Victoire pâlit en temps réel. Sa performance s'effondra. « Quoi? De quoi parlez-vous » balbutia-t-elle, oubliant son rôle de victime. « C'est faux. C'est un montage. » Alexandre prit la télécommande et éteignit l'écran. Il n'avait pas besoin d'en voir plus. Victoire était finie. Sa vie sociale, sa crédibilité et sa menace avaient été neutralisées en quelques secondes. Maintenant, il ne restait que l'important. La porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement, et Rivas, le chef de la sécurité privée d'Alexandre, un ex-militaire au visage buriné, entra, trempé par la pluie et avec une expression grave. « Monsieur, nous l'avons trouvé », dit Rivas, sans préambule. Alexandre se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Où est-elle » Ce n'était pas facile.
Elle n'a pas utilisé de carte de crédit, elle a tout payé en espèces, mais nous avons vérifié les caméras de sécurité de la gare routière du Sud. Elle a acheté un billet à 5 heures du matin pour un village appelé Saint-Pierre-des-Monts. Alexandre fronça les sourcils. Il connaissait la région. C'était une région montagneuse, reculée, pauvre et difficile d'accès. À quelle heure est parti le bus? À 5h30. Il est en route depuis 6 heures. Préparez l'hélicoptère, ordonna Alexandre en marchant vers la sortie. Nous ne pouvons pas voler, monsieur, l'arrêta Rivas en lui barrant le chemin. L'orage a empiré. Il y a une alerte rouge en montagne, des vents de 80 km/h et une pluie torrentielle. Aucun pilote ne décollera par ce temps. C'est un suicide. Alexandre serra les poings. Il sentait que le temps lui échappait des mains comme du sable. Si Manon arrivait dans ce village, elle se perdrait dans les montagnes. Elle pourrait traverser la frontière ou disparaître dans un hameau où personne ne posait de questions. S'il la perdait aujourd'hui, il ne la reverrait peu, être plus jamais. Et ses filles ne lui pardonneraient jamais de l'avoir laissé partir. Alors nous irons par la route, décida Alexandre. Amène le SUV blindé. C'est toi qui conduis. Monsieur, les routes de montagne sont dangereuses avec ce temps. Il y a un risque de glissement de terrain. Nous devrions attendre que l'orage passe. Mes filles sont à la maison en train de pleurer parce qu'elles ont perdu la seule mère qu'elles aient connue, cria Alexandre, perdant son sang-froid pour la première fois de la matinée. Je n'attendrai pas que le soleil se lève. Si je dois conduire moi-même jusqu'au bout du monde, je le ferai. Bouge. 10 minutes plus tard, un SUV noir haut de gamme sortait du garage souterrain de la tour de Clermont, brisant le rideau de pluie à toute vitesse. Alexandre était sur le siège passager, le GPS brillant sur le tableau de bord, marquant une ligne rouge qui serpentait vers les montagnes sombres à l'horizon. « Appelle la maison », dit-il. Sophie répondit. La petite voix était faible et effrayée. « Sophie, écoute-moi bien. Je vais la chercher. » « Manon ?» Il y eut un changement immédiat dans le ton, une étincelle d'espoir. « Oui, mon amour, je vais la chercher. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je ne rentrerai pas sans elle. Je te le promets. J'ai besoin que tu sois la grande sœur courageuse maintenant. Prends soin de tes sœurs. Dis-leur que papa est en mission de sauvetage. »« Oui, papa » s'exclama la fillette. Et Alexandre put entendre les deux autres crier en arrière-plan. « Dis-lui qu'elle nous manque. Dis-lui que j'ai fait un autre dessein. Je le lui dirai. Je t'aime. » Alexandre raccrocha et regarda vers la route. L'essuie-glace travaillait frénétiquement contre l'averse. Saint-Pierre-des-Monts était à 4 heures dans des conditions normales. Avec cet orage, ça pourrait être 6 ou jamais. « Appuie sur l'accélérateur, Rivas », ordonna Alexandre en regardant l'horloge. « Cet autocar est vieux. Avec ce temps, ils iront lentement. Nous devons les rattraper avant qu'ils n'arrivent au carrefour du... »« Oui, monsieur. » Le moteur rugit et le véhicule se lança dans la tempête, emmenant un homme qui avait conquis des marchés et des entreprises, mais qui faisait face au plus grand défi de sa vie. Récupérer le cœur de sa famille avant qu'il ne soit trop tard. La route de montagne était un serpent d'asphalte fissuré et de boue qui se tordait au bord du précipice. La pluie tombait avec une telle violence qu'il semblait que le ciel s'effondrait sur la terre, transformant le jour en une nuit prématurée et grise. À l'intérieur de l'autocar de la ligne, transport de la montagne. L'atmosphère était humide, froide et sentait l'essence brûlée et l'humanité fatiguée. Manon était assise au dernier rang près de la fenêtre embuée. Elle portait le même pull gris avec lequel elle était sortie du manoir et ses mains, sans les gants jaunes pour la première fois depuis des semaines, caressaient obsessionnellement la photo de son fils qu'elle gardait dans sa poche. Elle n'avait pas cessé de pleurer depuis qu'elle était montée, bien qu'elle le fît en silence, avec cette résignation digne de celle qui est habituée à ce que la vie lui enlève les bonnes choses dès qu'elle les touche. L'autocar donna un coup violent en prenant un virage serré. Les passagers crièrent, le véhicule grinça, ses vieilles suspensions protestant contre les nids de poules remplis d'eau. « Doucement, chauffeur !» cria une dame portant une poule dans une cage. « Vous allez nous tuer !» Manon ferma les yeux et appuya son front contre la vitre froide. Une partie d'elle souhaitait que l'autocar n'arrive jamais. Retourner dans son village signifiait retourner à la misère, à la solitude, à regarder le téléphone en attendant un appel de l'agence d'emploi qui n'arriverait peu, être jamais après avoir abandonné son poste. Mais ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas la pauvreté future, mais le souvenir de la richesse émotionnelle qu'elle venait de perdre. Elle se souvenait du rire de Camille quand elle lui faisait des chatouilles, du regard sérieux de Sophie quand elle lui racontait ses secrets, des câlins de Valentine, et elle se souvenait d'Alexandre. Ses yeux noirs, sa voix grave la défendant au dîner, la façon dont il lui avait pris les mains.
Elle était tombée amoureuse d'un fantasme, d'une famille qui n'était pas la sienne, et le prix à payer était ce vide immense dans sa poitrine. « C'est ce qu'il y a de mieux pour eux », se répéta-t-elle dans un murmure comme un mantra douloureux. Victoire avait raison. Je suis un problème. Maintenant, ils pourront être tranquilles. Il cherchera une épouse de son niveau, une bonne mère, et les petites m'oublieront. Soudain, l'autocar freina avec un grincement métallique assourdissant, projetant tous les passagers vers l'avant. Manon se cogna la tête contre le siège d'en face. Le moteur toussa et s'éteignit. Le silence qui suivit fut inquiétant, rompu seulement par le claquement furieux de la pluie sur le toit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda un homme de l'avant. « Éboulement », annonça le conducteur en ouvrant la porte avec un sifflement d'air comprimé. Un arbre et des rochers bloquent la route. Personne ne passe. Manon regarda par la fenêtre. À travers le rideau d'eau, elle vit un énorme pin tomber sur la route, bloquant les deux voies. Ils étaient piégés au milieu de nulle part, à des kilomètres de tout village, avec l'orage qui rugissait au-dessus de leur tête. Pendant ce temps, à 3 kilomètres de là, le SUV d'Alexandre dérapait dans la boue. « M. Foireude !» cria Rivas, luttant avec le volant pour garder le contrôle. « La route s'affaisse, monsieur. C'est trop dangereux. »« Continue !» ordonna Alexandre en s'accrochant à la poignée de la porte. Ses yeux scrutaient la route à la recherche des feux arrière de l'autocar. Il le poursuivait depuis 1 heure, réduisant la distance, mais la nature semblait décidée à les arrêter. « Là !» désigna Alexandre. Au loin, entre la brume et la pluie, on voyait les lumières rouges intermittentes d'un grand véhicule à l'arrêt. « C'est l'autocar !» confirma Rivas, en freinant avec précaution. « Il semble qu'il soit bloqué. » Le SUV s'arrêta à environ 50 mètres de l'autocar. La route était couverte de pierres et de branches. Il ne pouvait pas s'approcher davantage en véhicule. « Restez ici », dit Alexandre en ouvrant la porte. « Monsieur, attendez. Vous n'avez pas de parapluie. Votre costume », tenta de l'arrêter Rivas. Alexandre n'écouta pas. Il sauta sur l'asphalte inondé. Le vent glacial le frappa comme une gifle, trempant sa chemise de créateur et ruinant ses chaussures italiennes à 1000 € dès le premier pas dans la flaque de boue. Mais il s'en fichait. Il courut. Il courut comme il n'avait jamais couru de sa vie, ignorant le froid, ignorant le danger, le regard fixé sur la porte ouverte du vieil autocar. Il arriva en haletant à l'entrée du véhicule. Il monta les marches de métal glissantes 2 par 2. L'intérieur de l'autocar était dans la pénombre. Les passagers, des gens humbles de la campagne, se turent en voyant entrer cet homme trempé, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que tout l'autocar, les cheveux collés au front et un regard de désespoir sauvage. « Manon !» cria Alexandre, sa voix rauque remplissant l'espace. « Manon Dubois !» Personne ne répondit. Le conducteur se leva, une clé anglaise à la main, méfiant. « Écoutez, mon ami, qui êtes-vous ? Descendez si vous ne voyagez pas !» Alexandre l'ignora. Il marcha dans l'allée étroite, regardant rangée par rangée. Il vit des visages effrayés, curieux, fatigués. Et puis, au dernier rang, il vit une tête baissée, essayant de se cacher. Il vit une main tremblante agrippée à une photo. Manon. Elle leva les yeux lentement. Ses yeux étaient rouges et gonflés. En le voyant là, trempé, haletant, ressemblant à un fou et à un prince à la fois, elle pensa qu'elle était en train d'halluciner à cause de la fièvre ou de la tristesse. « Monsieur Alexandre », murmura-t-elle, incrédule. Alexandre arriva jusqu'à elle et tomba à genoux sur le sol sale de l'autocar, sans se soucier de la graisse ni de la poussière. « Manon, mon Dieu !» Alexandre prit ses mains froides entre les siennes, les réchauffant. « Pourquoi es-tu parti? Pourquoi m'as-tu fait ça? Je devais le faire, balbutia-t-elle, recommençant à pleurer. Pour les petites, elle a dit qu'on vous enlèverait vos filles par ma faute, que j'étais une honte. Je ne voulais pas ruiner votre vie, monsieur. Tu n'es pas une honte, lui dit-il avec véhémence, la regardant dans les yeux avec une intensité qui lui brûlait l'âme. Tu es la seule chose réelle qui soit entrée dans cette maison depuis des années. Victoire a menti. C'est elle qui est partie. Je l'ai jetée dehors, Manon. Je l'ai jetée à cause de toi. Un murmure parcourut l'autocar. Les passagers, maintenant témoins de la scène de fois telenovela fois la plus réelle de leur vie, tendaient le cou pour voir. « Vous l'avez jetée ?» demanda Manon en tremblant. « C'est fini. Victoire ne s'approchera plus jamais de nous. J'ai des preuves de ce qu'elle a fait. J'ai des preuves qu'elle maltraitait les petites. » Alexandre lui serra les mains avec force. « Mais mes filles n'arrêtent pas de pleurer depuis que tu es parti. Elles ne mangent pas, elles ne dorment pas. Sophie m'a demandé si elle allait à nouveau être seule. Camille parle à son ours en peluche, attendant que ce soit toi qui lui réponde. » Les larmes de Manon coulèrent librement sur ses joues.
Ce ne sont pas seulement tes petites, Manon, dit Alexandre en baissant la voix, créant un espace intime au milieu de l'autocar bondé. Ce sont les nôtres, si tu le veux. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour te demander de redevenir l'employé. Je ne suis pas venu pour t'offrir une augmentation de salaire. Alexandre lâcha une de ses mains et chercha dans sa poche mouillée. Il ne sortit pas d'anneau. Ce n'était pas encore le moment, mais il sortit quelque chose de plus précieux. Il sortit le dessin froissé que Sophie avait fait, le dessin où ils étaient les 5. Je suis venu te demander de rentrer à la maison, à ta place. Sophie t'a dessiné comme faisant partie de la famille et les enfants disent toujours la vérité. Manon regarda le dessin mouillé par la pluie qui tombait de la veste d'Alexandre. Elle regarda l'homme puissant qui était à genoux dans la boue pour elle et, pour la première fois de sa vie, elle se permit de croire qu'elle méritait d'être heureuse. « Ils ne vont pas m'emmener à la police ?» demanda-t-elle d'une voix faible, la dernière peur parlant. Alexandre laissa échapper un rire étranglé, un mélange de soulagement et de larmes. « La seule police que tu verras sera celle qui viendra chercher Victoire, si elle ose se présenter. » Il se leva et la tira doucement. « Allons-y Manon, la voiture attend. » Les petites attendent. Nous avons un dîner en suspens. Des spaghettis, tu te souviens? Manon se leva, prit sa vieille valise, regarda les passagers de l'autocar, qui maintenant souriaient, et certains applaudissaient même timidement. « Rentrons à la maison, » dit-elle, et ce mot sonna différemment dans sa bouche. Ce n'était plus un lieu de travail, c'était une destination. Alexandre lui passa le bras autour des épaules, la protégeant, et ensemble, ils marchèrent dans l'allée de l'autocar vers la sortie. Dehors, l'orage continuait de rugir, le tonnerre faisait trembler la terre, mais Alexandre s'en fichait. Il ramenait le soleil dans son manoir. Ils descendirent de l'autocar et coururent sous la pluie vers le SUV blindé. Riva les attendait avec la porte ouverte et un sourire discret. « Mission accomplie, monsieur ?» demanda le chef de la sécurité. Alexandre regarda Manon, qui s'essuyait l'eau du visage et souriait avec timidité, mais avec de la lumière dans les yeux. « Mission accomplie, Rivas. Partons. Les princesses ont faim. » Le SUV fit demi-tour sur la route étroite, laissant derrière lui l'autocar bloqué et le passé de solitude de Manon, et accéléra en direction de la ville. Le voyage de retour serait long, mais à l'intérieur de cette voiture, pour la première fois, une véritable famille commençait à se construire. Et Alexandre savait, en regardant Manon du coin de l'œil, que la prochaine étape ne serait pas de l'embaucher, mais de la séduire. Mais ça serait la partie finale de l'histoire. Le silence à l'intérieur du SUV blindé n'était plus lourd, ni inconfortable. C'était un silence chargé de promesses et d'une paix retrouvée. L'orage était derrière eux, à la fois littéralement et métaphoriquement. Tandis que le véhicule dévorait les kilomètres du retour vers la ville, la pluie cessa, laissant un ciel clair, parsemé d'étoiles qui brillaient d'une intensité inhabituelle, comme si l'univers lui-même célébrait le retour. Alexandre conduisait maintenant, ayant insisté pour que Rivas se repose. Il voulait avoir le contrôle du volant. Il voulait sentir que c'était lui-même qui ramenait sa famille en toute sécurité vers le destin qu'il méritait. À ses côtés, sur le siège passager, Manon somnolait, épuisée, la tête appuyée contre la vitre froide, serrant toujours le dessin de Sophie comme si c'était un billet de loterie gagnant. En entrant dans la propriété des de Clermont, les lumières du manoir étaient toutes allumées. Il ressemblait à un phare au milieu de la nuit. Alexandre coupa le moteur devant l'entrée principale. Manon se réveilla en sursaut, désorientée un instant, jusqu'à ce qu'elle voie l'imposante façade de la maison. La peur revint dans ses yeux pendant un instant, la peur de ne pas appartenir, la peur que tout n'ait été qu'un rêve fiévreux dans l'autocar. « Es-tu prête ?» demanda Alexandre, éteignant les lumières de la voiture et se tournant vers elle. Sa voix était douce, dépourvue de l'arrogance du millionnaire qui était arrivé quelques jours auparavant. C'était la voix d'un homme amoureux qui n'osait pas encore avouer l'étendue de ses sentiments. « J'ai peur, monsieur, » admit-elle. « Pas pour moi, pour ce que diront les gens. Vous êtes un de Clermont. Je suis moi. » Alexandre se pencha sur la console centrale, prit délicatement le menton de Manon et l'obligea à le regarder. « Tu es la femme qui a sauvé mes filles quand j'étais trop aveugle pour voir la vérité. Cela te rend plus noble que n'importe qui de mon cercle social. Dans cette maison, à partir d'aujourd'hui, tu commandes autant que moi. Entendu ?» Manon hocha la tête, déglutissant, et sentit une chaleur monter à ses joues. Alexandre sortit de la voiture et courut lui ouvrir la porte. Un geste de gentleman qu'il n'avait jamais eu avec Victoire. À peine la clé tourna-t-elle dans la serrure de la porte principale que l'on entendit un fracas. Ce n'était pas un coup de tonnerre, c'était des pas, des petits pas rapides courant sur le parquet du vestibule. « Manon !»
Le cri fut triple et assourdissant. Sophie, Valentine et Camille, qui avaient surveillé depuis la fenêtre du salon quelle que soit l'heure, se jetèrent sur elle avec la force d'un ouragan d'amour. Manon tomba à genoux sur le sol du vestibule, riant et pleurant en même temps, ensevelie sous une montagne de bras, de pyjamas en flanelle et de baisers collants. « Tu es revenu, papa t'a ramené !» criait Camille, en l'embrassant sur les joues. « J'ai dit à mon ours que tu reviendrais. On a cru que tu étais parti pour toujours !» sanglota Valentine en s'accrochant au cou de Manon comme si sa vie en dépendait. Alexandre observa la scène depuis l'encadrement de la porte, les mains dans les poches et un nœud dans la gorge. Voir ses filles si heureuses, si épanouies, lui confirma qu'il avait pris la meilleure décision de sa vie en montant dans cette voiture sous la pluie. Rivas, le chef de la sécurité, passa à côté de lui, portant la vieille valise de Manon. « Je la porte à la chambre de service, monsieur ?» demanda Rivas à voix basse. Alexandre secoua la tête sans quitter des yeux sa nouvelle famille. « Non, porte cette valise à la chambre d'amis du rez-de-chaussée, la suite bleue. Manon ne dormira plus au sous-sol, et demain je veux que tu contactes la meilleure décoratrice de la ville. Nous allons redécorer cette chambre à son goût. » Rivas sourit, hocha la tête avec respect et disparut dans le couloir. La nuit fut longue, mais pleine de lumière. Personne ne voulait dormir. Les petites entraînèrent Manon à la cuisine, non pas pour qu'elle les serve, mais pour l'asseoir sur une chaise et lui servir elle-même un banquet imaginaire de biscuits et de lait. Pendant qu'Alexandre, maladroit mais enthousiaste, essayait de préparer du chocolat chaud pour tout le monde. Le lendemain matin, la réalité du monde extérieur tenta de faire irruption dans leur bulle. Alors qu'ils prenaient le petit déjeuner tous ensemble à table, Manon, assise à la droite d'Alexandre, le téléphone du millionnaire sonna. C'était son avocat. « Monsieur de Clermont, allumez les informations », dit la voix grave de Montalvo. Alexandre prit la télécommande et alluma le petit écran de la cuisine. Aux informations matinales, l'image de Victoire apparut, mais ce n'était pas l'image glamour qu'elle projetait habituellement. C'était une photo d'identité judiciaire. Scandale dans la haute société. Victoire L., ex-fiancée du magnat Alexandre de Clermont, a été arrêtée cette nuit à l'aéroport international, alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol privé vers les îles Caïmans. Les autorités ont trouvé dans ses bagages des bijoux signalés comme volés dans le manoir de Clermont il y a des mois, ainsi que des preuves numériques la liant à des cas de diffamation et d'extorsion. Le parquet a également ouvert une enquête pour maltraitance infantile, suite à la fuite d'enregistrements audio troublants. Manon porta la main à sa bouche, effrayée. Les petites regardèrent l'écran confuses. Alexandre éteignit immédiatement le téléviseur. « C'est fini », dit-il avec fermeté, regardant les 4 femmes de sa vie. « Le monstre est parti. Personne ne nous fera plus de mal. »« Elle ira en prison chez les méchants ?» demanda Sophie avec un mélange de peur et de curiosité. « Oui, mon amour, où elle ne pourra plus crier sur personne. » Manon soupira, sentant un poids de tonnes se lever de ses épaules. La justice divine et terrestre avait agi. Les mois passèrent. Le manoir de Clermont subit une transformation radicale. Les meubles froids et de designers intouchables furent remplacés par des canapés confortables où l'on pouvait sauter. Les rideaux lourds s'ouvrirent pour laisser entrer le soleil. Le jardin, autrefois un musée de plantes taillées géométriquement, se remplit de jouets, d'une cabane dans les arbres et d'un chiot labrador qu'Alexandre adopta pour les petites. Manon ne remit plus jamais l'uniforme. Alexandre l'embaucha formellement comme gouvernante et coordinatrice du foyer, un titre inventé pour justifier un salaire généreux et lui donner l'autorité qu'elle méritait. Bien qu'en pratique, elle fut le cœur de la maison. Elle étudiait les matins pendant que les filles étaient à l'école, terminant le secondaire qu'elle avait abandonné par pauvreté. Et les après-midi, la maison se remplissait de rires et de devoirs scolaires. Mais il y avait autre chose qui flottait dans l'air, une tension douce et électrique qui grandissait chaque jour entre le millionnaire et l'ex-employé. Alexandre rentrait tôt du travail tous les jours. Il commença à oublier ses voyages d'affaires, et chaque fois que leurs regards se croisaient au-dessus de la table pendant le dîner, le temps semblait s'arrêter. Un vendredi soir, 6 mois après l'incident de l'orage, la scène du début se répéta, mais corrigée et amplifiée. Alexandre rentra à la maison avec un bouquet de fleurs sauvages. Pas les roses rouges pompeuses qu'il achetait pour Victoire, mais des fleurs des champs simples et colorées, les préférées de Manon. Il entra dans la salle à manger. La scène était un miroir du passé, mais sans les ombres. Sophie, Valentine et Camille étaient assises à table, en train de prier, mais cette fois, elles ne portaient pas de robe rigide, mais des vêtements confortables de maison. Et face à elles, présidant la table avec une élégance naturelle qu'aucun argent ne pouvait acheter,
se tenait Manon. Elle ne portait plus de gants jaunes, elle portait une robe simple de couleur bleu ciel qui rehaussait l'éclat de ses yeux. « Amen », dirent les trois petites à l'unisson. Alexandre s'éclaircit la gorge depuis la porte. 4 têtes se tournèrent, 4 sourires identiques de bonheur l'accueillirent. « Papa !» crièrent les petites, mais elles ne se levèrent pas, attendant le protocole qu'elles avaient établi. Alexandre marcha vers la table, posa sa mallette, qui pesait moins car il portait moins de culpabilité, et s'approcha de Manon. Il lui tendit les fleurs. « Elles sont pour toi », dit-il. Et ses doigts effleurèrent les siens en lui donnant le bouquet, maintenant le contact une seconde de plus que nécessaire. « Elles sont magnifiques, Alexandre », dit-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois sans le foi monsieur, un pas de géant qu'ils avaient franchi il y a à peine une semaine. « Ça sent les spaghettis », dit Alexandre en aspirant l'air avec théâtralité. « Mon plat préféré », les petites rirent. « Tu as dit que ton plat préféré était le caviar », l'accusa Camille en riant. « C'était avant de savoir ce qu'était la bonne nourriture », répondit-il en faisant un clin d'œil à Manon. Alexandre retira sa veste de costume, desserra sa cravate et, pour le plaisir de ses filles, prit un tablier qui disait Foy, le chef des pâtes Foy, et le mit par-dessus sa chemise blanche immaculée. « Est-ce que je peux servir aujourd'hui » demanda-t-il à Manon avec une humble espièglerie. « Seulement si vous promettez de ne pas jeter la sauce sur la nappe, répondit-elle, entrant dans son jeu avec une étincelle de flirt dans le regard qui fit battre le cœur d'Alexandre plus vite. Alexandre servit les assiettes, des spaghettis rouges, fumants, avec beaucoup de basilic et de parmesan. Il s'assit en bout de table, mais cette fois, la chaise à l'autre extrémité n'était pas loin. Ils avaient changé la table pour une table ronde pour être tous plus proches. « Avant de manger, dit Alexandre, posant ses mains sur la table, paume vers le haut, je veux remercier. » Les petites et Manon l'imitèrent, entrelaçant leurs mains avec les siennes. Un cercle d'énergie incassable se forma. « Merci, mon Dieu, » commença Alexandre d'une voix ferme, « de m'avoir ôté le bandeau des yeux. Merci pour l'orage qui m'a apporté le calme. Merci pour mes 3 princesses qui ont été plus courageuses que moi. Et merci. » Il serra doucement la main de Manon. « Merci de nous avoir ramené Manon, car sans elle, cette maison n'était que mur et toit. Avec elle, c'est un foyer. » Manon leva les yeux, humide. Alexandre la regardait fixement, et dans ce regard, elle lut la question qu'il lui poserait très bientôt. Peu, être dans un mois, peu, être à Noël, avec une bague qui était déjà rangée dans son coffre-fort. Une question qui n'avait rien à voir avec des contrats de travail, et tout à voir avec un foi pour toujours. « Amen », murmura Manon. « Amen », crièrent les petites. « À table », ordonna Alexandre. Le bruit des fourchettes heurtant les assiettes, les rires, les anecdotes de l'école et les regards complices remplirent la salle à manger. Dehors, la nuit était sombre, mais à l'intérieur, sous la lumière chaleureuse de la lampe, une famille improbable, forgée dans la douleur et guérie par l'amour, profitait du plat le plus simple et le plus délicieux du monde. Alexandre regarda Manon. Elle lui sourit avec de la sauce tomate au coin des lèvres, et il sut, avec une certitude absolue, qu'il était l'homme le plus riche du monde, non pas à cause de ses millions, mais à cause de ceux qui étaient assis à cette table. Et ainsi, entre rires et spaghettis, commença le véritable chapitre 1 de leur vie. Fin.